Bonjour les copains, comment allez-vous aujourd'hui? Je reçois plein de messages des gens qui ont participé à la campagne Ulule, Mission Forsberg, concernant la marchandise, à savoir c'est quand vous allez la recevoir. Eh bien, ne vous inquiétez pas, on ne vous a vraiment pas oublié. Notre demande est en train d'être procédée par notre fournisseur, est en train de faire la marchandise et on va la recevoir très bientôt. Et dès qu'on l'a, on vous envoie ça. On est supposé recevoir ça en début décembre. Donc, c'est juste le temps que ça a pris, les délais pour faire la marchandise. Début décembre, on reçoit ça, on vous envoie ça. Et en quelques jours, vous devrez recevoir votre magnifique T-shirt et sweatshirt et rondelle de Dread Sur le Tape. Donc, rassurez-vous, on ne vous a pas oublié, c'est juste le temps que tout ça soit procédé. Aujourd'hui, l'épisode de Dread Sur le Tape avec Raphaël Pouliot, le plus jeune dépisteur de la Ligue nationale. La semaine passée, j'ai reçu Yvon Lambert, peut-être un des invités les plus vétérans que j'ai reçus au podcast. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est un des plus jeunes. Raphaël qui est dépisteur pour les Golden Knights de Vegas, la nouvelle équipe dans la Ligue nationale, et qui a accompli ça à un très, très jeune âge. Et je veux lui demander comment ça se fait, comment il s'est rendu là, et ça a été quoi son parcours. Donc, je vous laisse entendre ma rencontre avec Raphaël Pouliot. Dread Sur le Tape avec David Bocage. Je suis donc avec Raphaël Pouliot. Ça va bien, Raphaël? Ouais, super bien, toi. Yes, merci, absolument. Je pense que tu es peut-être le plus jeune dépisteur de la Ligue nationale, ça se peut-tu? Honnêtement, j'ai pas de confirmation là-dessus. Là. Je suis sûrement des plus jeunes. À date, c'est ce que je lis partout, c'est le plus jeune, le plus jeune. Ouais, c'est ça, mais comme je te dis, personnellement, je veux pas prendre le titre sans qu'il m'appartienne puis avoir fait toutes les démarches. Là. Fait que je suis certainement des plus jeunes. Là, mais... T'en as-tu croisé des gars de ton âge? Mais là, t'as quel âge, en fait, juste pour qu'on... J'ai 26 ans. 26, OK. Ouais. Puis t'as eu la job, t'avais 25, je pense. Exact. J'ai eu ça à 25. T'en as-tu rencontré des gars de ton âge dans ton domaine? Ben, un petit peu quand même. Ouais. Je te dis, on a des personnes qui travaillent dans notre staff à Vegas qui ont le même âge que moi. Là. Okay. Il y en a qui sont plus aux opérations hockey. Là. Fait Okay. mais ils ont exactement le même âge que moi. Fait que, C'est-tu commun, ça, dans la Ligue nationale, ou d'avoir des gars aussi jeunes, ou d'habitude, c'est un petit peu plus âgé que ça? Bon, je dirais un petit peu plus âgé, mais je dirais qu'il y en a quand même quelques-uns. Là. C'est dur à dire tous les staffs parce que je finis par pas tout voir les staffs, exemple, des personnes en Europe, puis etc. Là, mais j'en croise un petit peu, je dirais. C'était-tu un peu la philosophie des Knights d'aller chercher du monde plus jeune, ça se peut-tu, ou c'était un hasard? Ben, je pourrais pas dire exactement c'était quoi le plan de base, mais ouais. je pense qu'ils ont essayé de faire le meilleur mélange possible d'expérience puis de personnes. Ouais, exact. Cool. Tu as tout un parcours de hockey parce que tu t'es pas rendu dépisteur par hasard comme ça ou par... Ouais, c'est ça. Du jour au lendemain, en fait, toi, tu viens d'une famille assez hockey, on pourrait dire. Ouais, exact. Ton père. Mon père a pas mal toujours été impliqué dans le hockey depuis que je suis jeune. Là. Dans le fond, quand j'avais 5 ans, il a commencé à coacher l'équipe Midget 3 à Collège Antoine Giroir à Saint-Hyacinthe. Donc, je gérais un petit peu... Midget 3 qui est la ligue, dans le fond, d'où les joueurs juniors majeurs sont repêchés. Ouais, exactement. Exactement. Donc, je dirais, j'ai suivi cette équipe-là pendant de 5 ans jusqu'à... Il a coaché jusqu'à temps que j'ai 17 ans. Donc il m'a coaché aussi. Puis, okay. Donc, j'ai toujours suivi cette équipe-là. Il a coaché, en fait, je l'appelle Producer Tom, mais il a coaché Thomas, qui coproduit l'émission aussi, qui était goaler pour ton père. Ouais, exact. Je me rappelle encore c'était une année, dans le fond, Thomas vient pas de la région. Puis il l'avait, dans le fond, réclamé. Ouais. Il s'était fait couper, je pense, du Lac-Saint-Louis, si je me trompe pas. Puis il l'avait réclamé de là. Puis je pense qu'il y avait eu une très, très bonne saison. Là. Ouais, il n'y avait pas Chris Letang qui jouait dans ces années-là. Ouais, exact. Je pense qu'il a joué cette année-là. Exact. La deuxième année avec Chris Letang. Pas une mauvaise équipe. Non. Mais je pense que Thomas, il était à la poursuite d'un record de Patrick Roy à un moment donné, comme goaler du Midget 3, si je me trompe pas. Ouais, je me rappelle de ça. Je pourrais pas te dire exactement, mais je pense que c'était pas le nombre de victoires. C'était quelque chose comme ça. C'était quelque chose comme ça. Ouais. Ton père qui s'appelle... Mario Pouliot. Mario Pouliot, qui est maintenant encore dans le hockey. Il est entraîneur-chef à Titan Acadie Batters. Okay. Il commence sa 4e saison en ce moment. Quand il était coach Midget 3, est-ce que c'était un job à temps plein ou c'est pas un salaire que tu peux vivre? Non, c'est un peu ironique parce qu'il a toujours dit que son rêve c'était de faire ça à temps plein. Ouais.
Puis il a coaché 12 ans Antoine Giroir. Ah ouais? Puis l'année qu'il est parti, dans le fond, la job a tombé un poste à temps plein, dans le fond. Non. Ouais. Donc lui, il a fait ça pendant 12 ans. Il travaillait au CIAQ, dans le fond. Donc il faisait ça. Il avait arrangé ses horaires avec C'est quoi le... CIAQ, c'est Centre d'insémination artificielle du Québec, là, OK. dans le fond. Donc lui, c'est complètement un autre domaine. Ouais, vraiment. Mais il a commencé ça à peu près à 18 ans. Son père travaillait là. Fait que ça... Lui, il a pris ça de son... C'est-tu centre d'insémination de... Tu sais, au centre vétérinaire à Saint-Hyacinthe, là? Ouais, c'était avec les vaches, dans le fond. Ouais, c'est ça, OK. Ouais, exact. C'était pas des humains là, qui inséminaient. Non. C'est vraiment, OK. c'était vraiment des vaches. Puis, donc, il a commencé ça à 18 ans, puis il a fait ça pendant longtemps. Donc, il avait rangé ses horaires. Je pense qu'il commençait comme 1 heure plus tôt. Je pense qu'il faisait comme exemple de 6h30 à 2h30. Il faut qu'il soit à l'aréna à 2h45, donc il partait à sa job, il s'en allait à l'aréna, puis il restait, je te dirais, de 2h45 jusqu'à très tard le soir. Dans le fond, à l'époque, c'était payé un genre de petit revenu d'appoint là, pour un truc, j'imagine, c'est ça? Ouais, exact. Je pourrais pas te dire exactement qu'est-ce qu'il y avait, là, mais c'était pas assez pour le faire à temps plein, puis je sais qu'il a travaillé bien fort pour que ça devienne un poste à temps plein, puis ça a fini par le devenir, mais quand ça l'est devenu, il y a eu une opportunité pour aller dans le junior major. Ah ouais, tant mieux, après 12 ans. Ouais. Je suis très curieux, je me demande combien, aujourd'hui, vu que tu dis que c'est devenu un poste à temps plein, sais-tu combien ça paye être un coach midget 3? Parce que c'est quand même assez impliquant là, aussi, coacher midget 3. Je pourrais pas dire, puis je crois que ça varie vraiment de chaque place, parce qu'il y en a qui vont aller chercher des postes un peu de professeurs avec l'école avec laquelle ils sont reliés, tandis qu'il y en a d'autres qui sont... seulement coach. Ouais, exactement. Je te dirais, ça varie quand même pas mal. Là. Et tu dis que toi, tu as même joué midget 3, coaché par ton père? Ouais, exact. Pendant 2 ans. C'est quand même un haut calibre, tu sais, les gars veulent être repêchés junior, puis c'est très compétitif. Comment tu trouvais ça dans un... Parce que, tu sais, être coaché par ton père à Novice B, c'est une chose, mais être coaché par ton père, midget 3A, puis quand tu te rapproches des rangs plus sérieux, comment tu as trouvé ça, être coaché par ton père? Bon, je dirais que ça a été un peu spécial, là. Surtout la première année, ça avait été quand même... ça avait pas été facile, parce que, dans le fond, j'avais été blessé dans le camp d'entraînement. J'avais fait l'équipe quand même, fait que là, en partant, tu te dis qu'est-ce que le monde va dire, puis ainsi de suite. Puis j'avais commencé l'année, j'avais eu vraiment un bon début de saison. Je pense que j'étais le 2e buteur de l'équipe après 10-12 matchs, quelque chose comme ça. Puis après ça, j'avais pas eu trop de temps de glace le reste de l'année, là, fait que ça avait créé quand même des... Comment ça, t'avais pas eu de temps de glace? Bah, disons que, tu sais, ils voulaient pas... Honnêtement, on n'a jamais vraiment eu ces discussions-là, là, mais il voulait sûrement pas que le monde dise il joue parce que c'est le gars du coach. Fait qu'il était pas... Dans le fond, plus tu performais, moins tu avais de temps de glace. C'est ça, je comprends. Je dirais pas ça exactement, là, mais au début de l'année, mettons, il laissait la chance un peu plus à tout le monde, puis après ça, il coupait un peu plus le banc, puis j'étais souvent sur le banc, plus que sur la glace ma première année, là, mais je dirais la 2e année, ça a été un petit peu plus le fun. Maintenant, on s'était parlé, puis on s'était dit, ce serait le fun que ce soit pas toujours déplaisant entre les deux, parce que ma première année, c'était des fois, on se parlait même pas à la maison, là, fait que c'était... J'ai ma mère de venir me chercher, puis c'était déplaisant un peu, mais la 2e année, on a vraiment eu une belle saison, puis c'était le fun. Mais c'est vrai que ça a quand même, c'est parce que de faire ça devait être, c'est ça, comme tu dis, difficile de faire la scission entre le coach puis le père, tu sais. Quand tu reviens à la maison, puis tu soupes à la table, on est supposé laisser la job à la job, mais là, c'est parce que ton père est là, fait que tu peux pas parler de la game, parce que tu peux pas dire dans ton père, mon coach m'a pas fait jouer à ça. Ouais, exact. Fait que c'est sûr que ça a créé certaines tensions, là, mais aujourd'hui, je te dirais qu'on en rit, puis ça a eu ses positifs sur certaines choses. Là. Est-ce que tu le sentais dans l'équipe que les autres joueurs peut-être disaient derrière ton dos, on sait bien, il est là parce que... honnêtement, je pense pas que les gars ont jamais rien dit dans... En tout cas, s'ils l'ont dit, je sais pas, là, mais ils ont sûrement pas dit que j'avais trop de glace, ça c'est sûr, certain. Surtout ma première année, j'étais pas mal celui que je jouais le moins, fait que d'après moi, ils ont pas dit que j'avais trop de glace, ça c'est sûr, certain. Est-ce que quand tu parlais au banc, tu l'appelais coach, papa, monsieur? Mario. Mario. Je l'appelais par son nom. C'est drôle ça. À la maison, tu l'appelais pas, mais... exact. C'est drôle. T'as-tu été repêché, junior? Ouais, je sais que t'as joué, junior major. J'ai été repêché par les Cataractes de Shawinigan. Okay. Après mon année 15 ans, j'ai été repêché en 3e ronde. Ton année de 15 ans, c'était ta première ou ta 2e? Ouais, ma première année midget 3, dans le fond. Fait que 3e ronde, finalement, même si t'as pas tant joué, visiblement, il y a du monde qui t'a remarqué.
Ouais. Ben, honnêtement, j'avais pas eu de temps d'entrevue, fait que je pense que Shawinigan, il y avait gros des choix cette année-là. Puis j'ai grandi gros sur le tard pendant cette année-là, fait que j'ai grandi gros pendant l'année. Fait que d'après moi, ils se sont dit qu'elle allait prendre une chance vu qu'il y avait plus de choix puis que j'avais grandi d'après moi. T'étais quel genre de joueur, tu sais, maintenant que t'es dépisteur? Ouais. Fait que maintenant t'es de l'autre côté de l'arbre. Si toi tu te scoutais, est-ce que t'étais midget 3A, est-ce que aurais-tu repêché Raphaël Pouliot en 3e ronde? Ben, je te dis, c'est une bonne question. Honnêtement, je me suis jamais fait poser, puis j'ai jamais vraiment pensé à ça, mais c'est dur à dire parce que quand je me suis fait repêcher, le joueur que j'étais versus le joueur que j'ai été dans le junior, ça a été pas mal différent, mais je pense que je pense que j'étais un gars d'équipe, j'étais un gars qui amenait du leadership, je travaillais fort à tous les soirs, fait que je pense que t'as toujours besoin de ça dans une équipe, fait que t'étais quel type de joueur? Ben, je te dirais, mettons, tout le temps que j'ai été jeune, j'étais plus un joueur offensif. Puis quand j'ai tombé dans le junior majeur, ben, tu te rends compte qu'il y a pas mal de gars offensifs. Mon coup de patin était ma plus grosse lacune. Fait que tu te rends compte que t'as moins de temps. Fait que je te dirais, dans le junior, je suis plus devenu un joueur défensif. Puis j'avais quand même un bon physique. Fait que j'étais plus un joueur défensif. Un joueur de 3e ligne, on peut dire? Ouais. Je te dirais, mettons, à Shawinigan, c'est pas mal. Toujours là, j'ai joué. Puis j'étais un spécialiste du désavantage numérique à ce moment-là. Ma dernière année à Blainville, j'ai eu une meilleure saison offensive. Là, à 20 ans, j'ai fait 50 points. C'est à quel âge que tu t'as réalisé ou t'as eu la conscience de te dire « OK, j'irai peut-être pas dans la Ligue nationale, finalement ». C'est à quel âge t'as compris ça? Ben, honnêtement, je te dirais, ça s'est fait assez vite parce que j'ai, assez vite dans le sens que à 20 ans, j'ai eu une bonne saison, puis j'étais supposé avoir un camp avec une équipe de la Ligue nationale. Ouais. C'est l'année qu'il y a eu le lockout, fait que il n'y a pas eu de camp d'entraînement tout court. Puis ensuite, dans le fond, j'étais allé jouer à l'université à Moncton. Puis c'est là que j'ai commencé à recruter pour les Huskies de Rouyn-Noranda. Ouais. Puis j'ai arrêté, dans le fond, après cette année-là à Moncton. Tu m'aurais dit que j'aurais arrêté à 21 ans. Je t'aurais pas cru, mais on dirait que les choses ont fait. Ouais, exact. Les choses sont vraiment faites de même, puis j'ai arrêté. Là. Même l'année la dernière année que j'ai joué, dans le fond, à Moncton, j'avais eu la recrue de l'année à l'université. Fait que ça avait pas été une mauvaise saison. Ouais, ça a été une bonne saison. Puis après ça, mes priorités ont juste été ailleurs. Puis j'ai eu des belles opportunités avec les Huskies qui m'ont fait confiance vraiment jeune. Donc, est-ce que ça a été un deuil de faire comme le hockey, le côté joueur? Je serais pas un joueur professionnel. Je vais faire d'autres choses. Y a-tu un deuil, Manu? Je te dirais, mettons, l'année suivante, quand le hockey a recommencé, je te dirais les 3-4 premiers mois, j'ai trouvé ça quand même dur. Puis faut que tu changes tes habitudes de vie aussi. Hein. T'es habitué de t'entraîner quasiment deux fois par jour. Fait que c'est sûr que ça change pas mal d'affaires. Je te dirais qu'il y a eu quand même un certain deuil, mais en même temps, ça, il y en a des fois, souvent, ils me disent tu t'ennuies du hockey et ces choses-là. Honnêtement, je m'ennuie pas tant que ça parce que je suis toujours dans les arénas. Fait que mais c'est sûr, exemple, je me rappelle, exemple, tu vas avoir des matchs de série puis tu te dis, tabarouette, à soir, j'aurais amené mon stock puis j'aurais joué. Là, tu sens l'ambiance puis qu'est-ce que la foule dégage puis ces choses-là, c'est sûr que tu te dis je jouerais, mettons tu vas voir un match chat, tu te dirais à soir je jouerais là, mais est-ce que des fois tu as un petit peu pas de l'amertume mais tu te dis Colin, j'aurais dû jouer plus longtemps, j'aurais dû essayer plus longtemps, est-ce que des fois tu penses à ça ou bon, je te dirais des fois je pense un peu, mais c'est sûr quand t'es de l'autre côté de la clôture puis quand tu recrutes, il y a des choses tu te dis si j'aurais fait telle chose différemment, ça aurait peut-être été un peu mieux, mais dans le fond, je pense que t'apprends toujours dans la vie, fait que ça fait partie de ça. Je te dirais des fois, c'est sûr que si on regarde n'importe quel jeune quand il commence à jouer au hockey, son but c'est de jouer dans la Ligue nationale, fait que c'est sûr que t'aspires toujours à faire ça un jour. Fait que est-ce qu'il y a un petit peu d'amertume peut-être, mais est-ce que j'ai des regrets? Je te dirais pas plus qu'il en faut, là. Honnêtement, je suis bien heureux dans ce que je fais aujourd'hui. Fait que des fois, je me dis, si j'aurais continué à jouer, j'aurais sûrement pas l'opportunité que j'ai en ce moment. Fait que je suis bien content où est-ce que je suis. Si t'avais une chose à dire, tu sais, maintenant, t'as 26 ans, t'as pas 39 ans d'expérience, mais je veux dire, si t'avais une chose à dire, comme dépisteur, si t'avais une chose à dire à toi quand t'avais 15 ans, comme aux joueurs
Ouais, qu'est-ce que tu dirais? Honnêtement, c'est quasiment un cliché, là, mais je me rappelle quand je suis arrivé, exemple, à mon premier camp junior, les gars me disaient, hey, prophétisant, tu vas voir, ça va vraiment vite, puis ainsi de suite. Puis c'est drôle à dire parce que c'est quasiment 10 ans, jour pour jour, aujourd'hui, que je me présentais à mon premier camp junior. Puis puis honnêtement, j'ai l'impression que c'était là 2 ans quasiment. Fait que quand ils te disent que ça va vite, c'est vraiment ça. Fait que de profiter vraiment de chaque moment, puis tu rencontres plein de monde, vraiment. C'est vraiment des très belles années. Là, fait. Surtout que, tu sais, toi, t'es un bon exemple, dans le sens que, tu sais, souvent les gens qui sont moins proches de hockey, ils entendent junior majeur, puis ils disent, dans le fond, si tu joues junior majeur, ça veut dire que tu vas jouer dans la Ligue nationale, mais la vérité, statistiquement, c'est que je pense que c'est 1% des gars qui jouent dans la Ligue nationale, là, du junior majeur. Ouais, honnêtement, je pourrais pas dire la statistique exacte, là, mais c'est un très, très, très faible pourcentage. C'est très minime. Là. Donc, t'es un bon exemple de gars qui, justement, a peut-être pas fait une carrière de joueur, mais qui a fait une autre carrière, puis tu gagnes ta vie très bien, puis il y a une vie après le hockey. Tu sais, à tous les joueurs, parce que c'est la grande majorité, à tous les joueurs qui jouent junior majeur, mais qui ne deviendront pas des joueurs de hockey de la Ligue nationale, qu'est-ce que tu as envie de leur dire, tu sais, là? Bon, honnêtement, ça, c'est une chose que tu frappes un peu un mur la journée que t'arrêtes de jouer, parce que tu te dis, tu sais, moi, c'est ça, quasiment une chance que j'ai commencé le recrutement quand mon année que j'étais allé à Moncton, puis honnêtement, j'ai commencé ça, je te dirais, quasiment pour le fun. Je parlais avec mon père un moment donné, puis je me disais, tu sais, j'ai toujours aimé ça faire ça, puis je pourrais commencer à faire ça, puis me dire, c'est une bonne idée, fait que ça a parti vraiment de même, mais tu sais, des fois, à 22 ans, tu te ramasses, tu viens d'arrêter le hockey, puis tu t'es toujours dit, qu'est-ce que je vais faire plus tard, je vais jouer au hockey, puis... Toi, tu avais comme pensé à ça, peut-être, là? Ouais, mais tu sais, je trouve que, règle générale, les personnes n'ont pas vraiment de... Plan B, là, tu sais, oui, t'étudies, puis ainsi de suite, là, mais de dire vraiment qu'est-ce que tu veux faire, puis ainsi de suite, t'as pas vraiment de plan B. Fait que ça, c'est sûr que c'est de quoi que je dirais aux personnes. Commencer à penser à qu'est-ce qui t'intéresse. De penser puis d'essayer d'essayer une couple de choses ici et là parce que c'est ça que je trouve des fois qu'on touche pas à, on est vraiment stické sur le hockey puis dans le fond on développe pas rien alentour là. Fait que des fois je trouve que ça devient quasiment une béquille à un certain niveau là. Fait que ça c'est sûr que ça serait de quoi que je dirais de diversifier son portfolio. Exact. C'est bon. Tu as parlé parce que c'est super intéressant, mais tu as dit que tu es allé à l'université de Moncton après. Ouais. Encore une fois, c'est pas tous les joueurs qui vont à l'université après le junior majeur, surtout que le junior majeur a une mauvaise réputation avec son côté scolaire là, à la base. Mais est-ce que tu avais des bourses, tout ça, quand tu as joué à un niveau quand même du junior majeur? Ouais, ben dans le fond, là, je pense quand même le junior majeur, plus ça va. Tu sais, je pense que c'est un peu un... Ça a évolué. Ça a évolué, puis c'est un ancien dire que les études, c'est pas important, puis tout. Parce que moi, quand je jouais, en aimant les années que j'ai joué, ça a quand même été assez important, puis c'était quand même... c'était quand même assez sérieux. Puis pour répondre à la question initiale, dans le fond, les bourses, oui, les juniors offrent des bourses. Je dirais que ça a été un petit peu compliqué pour moi parce que ça a été un petit peu compliqué mon parcours. Là. Je m'embarquerai pas là-dedans, là, mais le junior offre des bourses, puis les universités aussi offrent des bourses. Fait que ça finit que c'est quand même... tu sais, honnêtement, les jeunes sont vraiment pas... à plaindre. Non, sont vraiment pas à plaindre parce qu'habituellement, je dirais, les universités, dans le fond... qui recrutent des jeunes vont payer souvent leurs cours puis leurs livres puis ces choses-là. Fait que les bourses que tu reçois du junior, ben, tu peux affecter ça à tes dépenses, ton appartement puis ces choses-là. Fait que c'est quand même assez bien. C'est intéressant. En quoi tu étudies à l'Université de Moncton? Là, je dirais mon parcours d'études, c'est une autre chose un autre affaire floue. C'est une autre chose qu'on pourrait parler quand même assez longtemps parce que, dans le fond, moi, à 17 ans, j'étais allé jouer aux États-Unis. Okay. J'étais joué dans un prep school aux États-Unis à 17 ans. Ça, je pense qu'on voit pas ça dans ta fiche quand on la regarde. En tout cas, c'est dans le sens que pendant que tu étais dans le junior majeur? Non, j'étais allé jouer, dans le fond, j'ai joué mes 2 années midget 3, 15-16 ans, puis à 17 ans, j'étais allé jouer aux États-Unis, dans le fond, dans un prep school à Winchendon, c'est dans le coin de Boston. OK, je sais pas. Donc, j'ai fait ma 12e année là-bas. Après ça, quand je suis revenu à Shawinigan à 18 ans, là, je te dirais, j'ai empilé les bulletins d'à peu près toutes les universités au Québec. Là, honnêtement, j'ai été à l'UQTR pendant que j'étais avec Shawinigan. Après ça, à Montréal, j'ai été à Concordia, McGill. Après ça, j'ai été à l'Université de Moncton. Tu étudié à distance pendant tout ton junior majeur? J'ai étudié à distance puis en personne, un peu des deux. OK. Mettons que début d'année 19 ans, j'y allais en personne à l'UQTR. C'était vraiment ça le best. J'avais 3 cours lundi, mardi, mercredi. Puis honnêtement, c'était vraiment parfait.
Puis Shawinigan, c'est une équipe qui est vraiment bien placée au niveau des études parce que je pense que j'ai manqué un cours dans toute ma session. Fait que c'est quand même ça se faisait bien. Très bon. Ça, c'était vraiment. T'étais en quoi à l'université? C'était vraiment le meilleur scénario. J'ai fait comptabilité, kinésiologie puis finance, dans le fond. Puis en ce moment, c'est varié. Ouais, c'est assez finance et kiné. C'est assez varié, c'est ça. Puis c'est drôle à dire parce qu'à 18 ans, quand je rencontrais les personnes justement les orienteurs qui, tu sais, je leur disais que les deux choses qui m'intéressaient, c'était, dans le fond, l'entraînement puis ces choses-là. Puis j'ai toujours été quelqu'un de passionné par les chiffres. Fait que, dans le fond, c'était un petit peu les deux domaines qui m'intéressaient. Mais honnêtement, c'est pour ça que je dis aux personnes que c'est important de diversifier nos activités. Il a fallu que tu l'essayes pour trouver ce que t'aimais. Exact. Puis, fait que c'est un petit peu ça que j'ai fait. Puis honnêtement, je le regrette pas parce que je pense que chaque chose m'a amené des bonnes choses. Là. C'est sûr que mon parcours universitaire n'est pas le meilleur, puis celui-là que tout le monde espère, là, mais... Puis à Moncton, quand t'es arrivé là, c'était dans le fond, t'avais accumulé combien de crédits? Dans le fond, là, tu faisais une... à Moncton, t'es allé là, techniquement, t'étais en quoi? T'étudiais en quoi à ce moment-là, vu que là, t'étais 100% à l'université? Hein? À Moncton, j'ai étudié en kinésiologie, dans le fond. Mon année à Moncton, ouais. OK. Puis là, c'est à partir du moment où tu étais à Moncton que là, ça a commencé d'être dépisteur. Ouais, exactement. Comment c'est arrivé? Parce que tu étais très jeune. Tu venais juste de finir ta carrière junior. Comment ça t'est arrivé de devenir dépisteur à cet âge-là des Huskies? Ben, c'est ça. Honnêtement, c'est parti un soir d'été, je n'ai parlé avec mon père, puis là, il me dit, quand même une bonne idée. Puis, mais honnêtement, j'avais aucune idée je vais être honnête, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais, dans le sens que je me disais, tu sais, ça doit être le fun de faire ça. J'ai toujours été passionné dans le sens que j'aidais toujours mon père à faire ses équipes de hockey. J'ai toujours été habitué de regarder ses games quand j'avais 7, 8, 9, 10 ans. Je regardais les games. Mais c'est parfait parce que tu disais justement à cet âge-là, de prendre des chances, d'essayer des affaires. Mais c'est ça que tu as fait. Ouais, vraiment. Tu savais pas, mais... Mais c'est ça, tu sais, ça englobait pas mal plus de choses que je pensais à la base. Puis, fait que là, c'est ça que j'ai parlé de ça, puis il m'a dit... Fait que moi, dans le fond, j'avais fini mon année 20 ans à Blainville-Boisbriand, puis dans le fond, j'avais côtoyé Joël Bouchard, puis j'avais vraiment une bonne relation avec. Fait que j'ai dit à mon père, j'ai dit, tu sais, je pourrais appeler Joël puis demander qu'est-ce qu'il en pense. Puis il me dit, lui, il était à Rouyn-Noranda à ce moment-là, fait qu'il a dit, je vais appeler André Tourigny, puis je vais lui demander qu'est-ce qu'il en pense, puis ainsi de suite. Joël Bouchard était à Rouyn-Noranda? Non, Joël Bouchard a toujours été à Blainville-Boisbriand. Qui était ton père? Mon père était à Rouyn, fait que je l'ai parlé à mon père, puis là, je lui disais ça. Fait que là, il a dit, je vais en parler à André, puis on va partir de là. Fait que j'ai dit, c'est bon. Puis il a appelé André, puis André venait de perdre son recruteur des Maritimes. Puis il a dit il a dit c'est beau, je vais le prendre. Puis ça a vraiment parti comme ça. Il a pas demandé de CV, il a pas dit t'as-tu l'expérience, il savait que tu n'avais pas. Ils m'ont dit tu viendras au camp d'entraînement, puis je me suis présenté au camp d'entraînement de l'équipe l'année d'après, puis j'ai rencontré dans le fond le groupe de recruteurs, puis je suis parti vraiment de là. Fait que dans le fond, toi, pendant que vu que tu étais déjà au Nouveau-Brunswick, tu n'étais pas si loin des Maritimes, ils se disaient toi tu vas couvrir entre tes études, tu vas pouvoir te rendre là-bas, nous faire des rapports, tout ça. En même temps que tu étudiais. En même temps que j'étudiais, fait que c'est sûr que j'étais pas la personne qui voyait honnêtement, ma première année, j'ai pas été la personne qui voyait le plus de matchs. Là. Je voyais des matchs souvent, parce que l'horaire universitaire, c'est vendredi, samedi, souvent les games. Fait que le dimanche, j'allais voir des matchs, puis quand il y en avait en semaine, j'y allais aussi. Fait que parce que tu joues encore, c'est ça? Ouais, je joue encore. Fait que, les tournois, souvent les tournois, exemple, il y a 2-3 tournois d'un Martin par année. Fait que le jeudi, vendredi, j'allais pas à mes cours, j'allais voir des matchs, puis je faisais mes rapports là-dessus. Est-ce que tu étais un peu rémunéré pour ça, ou c'était plus... Je te dirais, la première année, ça couvre tes dépenses. Tu fais pas ça nécessairement pour l'argent, mais c'est vraiment... Mettons, si tu comptes les heures que tu mets là-dedans, tu pourrais faire d'autres travails puis être mieux payé sûrement, là, mais l'expérience que tu emmagasines, puis... toutes les personnes que j'ai rencontrées, ça a valu pas mal plus que le salaire de la première année. Tu partais de Moncton avec ton auto, puis tu allais voir des games à Halifax, tu allais voir des games à... Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, c'était un peu ironique parce que la personne, dans le fond, qui m'a recruté à l'Université de Moncton, il était recruteur aussi pour les Sea Dogs de Saint-Jean. Okay. Fait que lui, dans le fond, il m'a traîné aussi pas mal. Là. Toutes les fois qu'il allait voir une game, il m'appelait, il me disait, il savait mon horaire avec l'université, fait qu'il disait, je m'en vais à telle place, t'embarques avec moi. Fait que il m'a traîné quand même pas mal la première année. Puis lui, dans le fond, il est rendu recruteur avec Columbus. Okay. Ça fait je pense qu'il commence sa 4e saison avec Columbus. Fait que dans le fond, lui c'est quoi son nom? C'est Stéphane Leblanc. Stéphane Leblanc. Puis est-ce que lui, il avait plus d'expérience, j'imagine, là? Ouais, c'est ça.
ça, avec les Sea Dogs, il était vraiment bien positionné. Est-ce que c'est quelqu'un de qui t'a appris comment regarder une game de hockey? Ben, c'est toujours dur quand quelqu'un est avec une autre équipe. Tu peux pas vraiment dire que t'as appris de lui parce que tu peux pas discuter de qu'est-ce que tu regardes plus qu'il en faut. Tu peux pas dire vraiment les gars que t'aimes ou que t'aimes pas, mais on a quand même, tu finis par échanger sur une couple de trucs. C'est sûr qu'il m'a aidé indirectement d'une façon ou d'une autre, là, mais l'évaluation de ces choses-là, je dirais, c'est plus les personnes à l'intérieur de l'organisation des Huskies qui m'ont aidé, là, mais il m'a aidé à sa façon, c'est sûr et certain. C'est quoi que tu as appris dans la première année, tu sais, quand t'as jamais fait ça dans ta vie? Oui, t'as jamais fait ça parce que tu avais un œil aiguisé, tu joues au hockey depuis que t'es jeune, t'en as regardé, t'en as vu, t'en as joué. Qu'est-ce que tu as appris dans la première année en tant que dépisteur que tu dis, j'ai peut-être joué 20 ans, mais je regardais pas de cette manière-là les games? En MMA, c'est assez fou parce que je me rappelle comme si c'était hier la première fois que je suis allé voir une game, dans le fond, c'était à Moncton. C'était un match hors concours, fait qu'il y avait aucun gars qui avait des noms dans le dos. J'avais pogné la game sheet en rentrant. Je m'étais préparé toute la kit. Puis honnêtement, quand je suis parti de l'aréna ce soir-là, je me suis dit, je connais absolument rien au hockey. J'avais l'impression, je voyais 40 nouveaux joueurs, j'en connaissais aucun, j'avais quasiment aucune information sur aucun des joueurs parce que je venais du Québec, fait que je connaissais absolument personne. Là, tabarouette, je regarde où, je regarde qui, je regarde quand, puis fait honnêtement, après ce soir-là, j'avais pris bien des notes, mais le feeling que j'avais, c'est que j'étais comme tabarouette, je connais pas grand-chose au hockey, puis finalement, à chaque fois, t'améliores ta méthode de regarder, puis honnêtement, je pense pas qu'il y ait un système vraiment parfait de recrutement parce que c'est pas trop précis comme science, là, mais j'essaie vraiment d'optimiser mon temps à chaque fois que je vais voir un match le plus possible, là. Comment t'évalues un joueur? C'est quoi c'est parce que c'est ça que t'as appris avec les Huskies, j'imagine que c'est un peu là que t'as fait tes on t'a fait tes ropes, comme on dit, t'as appris ton métier. Comment t'évalues un joueur? Tu sais, il y a une forme de grille, si on veut. Ouais, c'est ça. Comment t'évalues un joueur? Avec les Huskies, je te dirais, on avait une grille, puis on avait un modèle de rapport qu'on avait à rentrer, dans le fond, dans notre plateforme informatique. Mais c'était, souvent, c'est des critères qu'on avait comme organisation, là. Je dirais, avec Rwanda, on voulait des gars qui travaillaient fort, qui avaient une bonne éthique de travail, qui avaient de la vitesse puis des joueurs intelligents. Fait que c'était environ les 4 critères qu'on essayait de regarder, de dire quand on repêche un gars, ce gars-là, il rentre-tu vraiment dans notre identité d'équipe. Fait que c'est un petit peu ça qu'on essayait de faire à ce moment-là. Puis je dirais t'essaies d'évaluer. Je dis souvent, puis c'est un petit peu... il n'y a pas vraiment de réponse directe, mais t'essaies d'emmagasiner le plus d'informations possible, que ce soit sur la glace, en dehors de la glace, sur ses habiletés comme joueur. C'est vraiment d'aller chercher vraiment le plus d'informations possible pour prendre la meilleure décision possible. Est-ce que c'est comme tu évalues vraiment aussi tout ce qui est techniquement, coup de patin, tir, vision du jeu, tout ça? Est-ce que c'est des trucs qui sont... Ouais, exact. Dans le fond, là, c'est pas mal toujours ça qu'on a fait, là, évaluer justement son sens du jeu, le patin d'un joueur, ses habiletés avec la rondelle, son tir, comment il joue défensivement, comment il va compétitionner d'un match à l'autre, puis comment il se comporte au niveau physique dans une partie aussi. Un des gros facteurs, je pense, qui va influencer la qualité d'un joueur, puis souvent s'il va passer au niveau supérieur ou pas, c'est sa personnalité, tu sais, qui est peut-être l'affaire la plus difficile à évaluer, parce que ça glace. Oui, tu vas voir souvent une partie de sa personnalité, tu sais, s'il est travaillant tout ça, mais c'est très difficile à évaluer, puis je veux dire, dans la Ligue nationale, ils regardent des gars pendant 3 ans, ils le prennent, puis avec des hauts choix, puis souvent, ça peut arriver qu'ils se trompent, tu sais, puis c'est pas qu'il manquait d'informations, là, ils l'ont vu. Puis maintenant, ils mettent plus, je pense, d'emphase depuis quelques années, les entrevues, à savoir quel genre de gars il est, son background check, ses coachs, et tout ça. À quel point ça prend... Quelle partie de l'évaluation finale ça prend pour toi, la personnalité du joueur? Ouais, c'est sûr, je pense que c'est ultra important, la personnalité, l'attitude du joueur, mais en même temps, tu sais, c'est dur parce que tu sais deux joueurs peuvent avoir quasiment la même personnalité, que tu dis c'est une personnalité vraiment A1 puis ainsi de suite, puis tu te dis tu sais ce gars-là, mais quand ils vont être exposés à telle situation va se présenter à eux autres, ben la personne A puis la personne B réagira pas de la même façon, même si tu disais que leur personnalité t'as toutes tes preuves, tu sais, que ça soit la pression, exemple, qui vient avec un haut choix de repêchage, que ça soit l'argent, exemple, quand ils signent leur premier contrat
dans la Ligue nationale, il y a tellement de choses qui viennent rentrer dans l'équation. Tu sais jamais comment une personne va réagir à ça. Là. C'est vraiment dur. Puis, honnêtement, j'ai joué avec une couple de joueurs, justement, que je les ai vus signer un contrat à 18-19 ans, que tu reçois quasiment 90 000 $ par année, quand tu es habitué de gagner 50$ par semaine. Ouais. C'est quand même un assez gros montant. Fait que, comment tu réagis à ça? Mettons, quand j'ai joué au Junior de Montréal, je pense qu'on avait 8 gars dans l'équipe qui avaient des contrats. Il y en a qui réagissent A1, puis il y en a d'autres qui partent sa balloune. Partent un peu, ça dérape. Fait que c'est sûr que ça... Est-ce que ceux qui partaient ça dérape, puis ceux qui réagissaient bien, qui a eu le plus de succès après ça, après le junior? Est-ce que certains qui... Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Puis honnêtement, je veux pas mettre... non, sans nommer de nom. Je veux pas mettre personne dans l'embarras, mais tu sais, exemple, j'ai joué avec Michael Bourneval à Shawinigan, puis c'est un gars qui a toujours été A1, puis ça a absolument rien changé dans son dans sa préparation puis dans sa vie. Puis je pense que justement, à 21 ans, il jouait dans la Ligue nationale régulière avec le Canadien. Là. Il était affecté avec les blessures par la suite, mais il a quand même fait son chemin assez rapidement à la Ligue nationale. Xavier Ouellet, un petit peu même chose quand j'ai joué avec Junior Montréal puis à Blainville. C'est un gars qui était vraiment A1, ça coche. Les gars, honnêtement, ça n'a vraiment rien changé. Les gars qui réagissent bien, généralement, sont ceux qui passent plus souvent. Ouais, c'est ça. Je veux pas généraliser, mais exemple, dans les exemples que j'ai eus, c'est sûr qu'ils ont eu du succès, tandis que il y en a d'autres que je connais qui ont peut-être pas super bien réagi, mais ils ont quand même fait leur chemin pareil jusqu'à la Ligue nationale, puis tu leur parles aujourd'hui, puis ils ont appris de ça, là, parce que honnêtement, c'est facile à juger. Je trouve souvent le monde de l'extérieur, tu les entends critiquer les jeunes, justement, qui ils sortent ou tentative, et leur attitude font pas ça, mais les mêmes personnes qui critiquent souvent, ils ont une augmentation, exemple, de X nombre à leur travail, puis ils vont en dépenser. Là. Fait que c'est toujours facile de blâmer les gars. Là. C'est quoi la différence aussi entre... t'as été débuteur pour le junior majeur, puis t'es dans la Ligue nationale. La différence entre scouter un gars pour le junior majeur puis un gars pour la Ligue nationale? Il y a une différence? Je dirais la plus grande différence, sûrement, c'est la projection. Parce que, par exemple, quand j'étais dans le junior majeur avec les Huskies, tu vas voir des joueurs de 15-16 ans pour les emmener dans une ligue qui joue entre 16 puis 20 ans. Donc, tu projettes... le gars peut jouer avec ton équipe l'année d'après ou dans 2 ans. Fait que je te dirais c'est un peu moins de projection parce que c'est plus dans l'immédiat qui va venir aider ton équipe. Tandis que quand tu regardes dans la Ligue nationale, ceux qui ont un petit peu plus de projection à faire. Quand le jeune est repêché à 17 ans, c'est toujours dur de projeter où est-ce qu'il va être à 22, 23 ans. Tu as ton idée de projection, mais il y a quand même tellement de facteurs qui peuvent affecter, que ce soit les blessures, que ce soit... Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent affecter son développement, c'est sûr et certain. Fait que je dirais, c'est sûr que c'est un peu plus de projection. C'est quoi que tu trouves qui est peut-être surévalué chez les joueurs? Tu sais, dans le dépistage, si c'est un mot qui existe, mais dans le scouting, quand des joueurs sont évalués, qu'est-ce que tu penses qui est souvent surévalué, sur lesquels on met trop d'emphase? Et à l'inverse, qu'est-ce que tu penses qui est un peu sous-évalué chez les joueurs, si ma question est claire? Ouais, c'est clair comme question, mais c'est quand même, c'est assez... une colle. Ouais, c'est quand même une bonne... une dure question à répondre, là, je dirais. Honnêtement, j'aurais dit quand j'ai commencé, qu'est-ce qui était surévalué, j'aurais dit que c'était vraiment le gabarit d'un joueur, mais honnêtement, en 6 ans, je trouve que ça a quand même évolué. Puis tu regardes les plus petits joueurs qui percent dans la Ligue nationale, que ce soit Johnny Gaudreau ou que ce soit, exemple, Tyler Johnson, c'est sûr que ces joueurs-là font changer la mentalité, mais je dirais au début, c'était sûrement le gabarit. Puis chose qui est peut-être sous-évaluée, je dirais, c'est peut-être la confiance en soi, puis des choses sont un peu intangibles, mais je pense que les qualités personnelles. Que ce soit l'attitude, puis je pense que l'éthique de travail, c'est pas sous-évalué, mais quand même, c'est tellement important. Puis je pense que la confiance en soi, deux joueurs pareils. Tu peux jamais faire cette comparaison-là parce que c'est trop dur, mais exemple, 2 joueurs pareils avec un joueur qui a une confiance moyenne, puis l'autre joueur qui a vraiment une grosse confiance en ses moyens, ça fait une méchante différence. Là. Moi,
Dans le fond, j'ai un de mes amis, c'est Marc-André Bourdon, on joue avec les Flyers, puis c'est un gars, honnêtement, il a vraiment une bonne confiance en lui, puis c'est sûr que si tu lui demanderais, c'est sûr que c'est de quoi qui a fait une différence dans son parcours. Je pense que c'est de quoi qui est quand même assez important pour un joueur de hockey. Y a-tu quelque chose que tu trouves qui est... Parce que, tu sais, souvent, les gens, ils chialent le scouting. C'est facile de dire de l'extérieur, tu sais, mais c'est très difficile à prédire puis à faire, tu sais, comme métier. Est-ce que tu trouves qu'il y a une erreur que les scouts commettent souvent? Dans le sens que, tu sais, l'erreur la plus commune chez les dépisteurs dans l'évaluation des joueurs, qu'est-ce que tu penses qui est l'erreur qui revient le plus souvent? Je te pose des grosses questions le matin. C'est quand même... Je te fais réfléchir. C'est quand même... c'est une assez bonne question parce que si on aurait la réponse, on essaierait de l'éviter. Je vais la poser différemment. Le plus gros piège comme dépisteur. Je dirais le plus gros piège, c'est des joueurs qui sont peut-être à leur plein potentiel en ce moment. Tu sais, par exemple, au niveau physique, puis ces choses-là, ils sont en avance sur les autres joueurs qui sont pas développés du tout physiquement. Par exemple, t'as un joueur, exemple, 2 joueurs de 6 pieds, mais un qui pèse 195 livres, puis l'autre pèse 160, ben, tu te dis, le gars de 160, il y a quand même de la place tu sais, il est encore vraiment, j'utilise le terme raw, là. Il est encore, il y a du potentiel. Ouais, exact. Tandis que l'autre, qui exemple, il utilise justement son physique pour dominer, ben, ça peut peut-être venir être un piège quand il va arriver, exemple, avec des personnes, quand tout le monde patine à la même vitesse, puis quand tout le monde a le même gabarit, ben ça vient souvent une problématique, là. Mm-hmm. Honnêtement, je pourrais relier cet exemple-là à souvent, exemple, quand tu regardes un joueur dans le hockey mineur, exemple, c'est peut-être con un peu comme comparaison, mais tu le regardes, exemple, dans l'atome, il domine parce qu'il est un petit peu plus gros, il patine un peu plus vite que tout le monde. Mais dans le fond, sa game en général, son sens du jeu, puis comment il affecte son jeu collectif puis défensif, il est vraiment sous-développé. Ouais. Fait qu'il a dominé à cause de une chose. Un aspect de sa game. Un aspect, puis quand il arrive, exemple, dans un calibre plus haut que tout le monde a cet aspect-là, ben il sait plus quoi faire pantoute. Parce qu'il a toujours été habitué à ça en plus, fait qu'il n'a pas été habitué à faire à être polyvalent. Là. Fait que ça, je dirais, c'est peut-être une petite comparaison que je peux dessiner. Bon point. T'as vite monté dans la Ligue nationale. J'allais te demander de te scouter toi-même, dans le sens que, en tant que dépisteur, c'est quoi tu trouves ta plus grande habileté, ta force comme scout pour évaluer les joueurs? C'est quoi tu trouves ta force? Puis c'est quoi, à l'inverse, parce que t'es quand même encore en début de carrière, que t'aimerais améliorer comme dépisteur, que tu vois les gars plus peut-être expérimentés qui ont quand même... Ma force, je dirais, souvent, il n'y a pas vraiment de... Je disais souvent ça à mes recruteurs quand j'étais à Rwanda, quand j'étais en charge, je leur disais, la meilleure qualité d'un recruteur, c'est d'aller à l'aréna puis de regarder la game puis d'aller chercher le plus d'informations possible, parce que tu peux pas scotter de ton salon, ou même si tu vas à l'aréna et tu regardes pas la game, ben tu t'emmagasines pas d'informations. Fait que je dirais, ma qualité, c'était, je pense que je suis quand même assez travaillant, je vais à l'aréna le plus souvent possible, puis j'essaie d'emmagasiner justement le plus d'informations, puis d'être vraiment focus quand j'étais à l'aréna. Puis je te dirais, à l'inverse, qu'est-ce que je dois améliorer? C'est sûr qu'il y a des petits points techniques des fois que tu regardes des joueurs, tu sais, justement cette année, tu regardes des joueurs à 17 ans sur leur coup de patin, puis au niveau physique, sont pas développés, ces choses-là, ben comment tu les projettes, puis qu'est-ce que tu essaies de regarder pour vraiment projeter ces choses-là. Fait que je dirais d'aller chercher le plus d'expérience possible. Je pense que ça sur des points techniques, ça, je pense que ça pourrait être de quoi que je pourrais améliorer. Ben, c'est ça que tu as dit. Tu as parlé de comment tu étais en chef à Husky. C'est qu'on a sauté un peu dans l'histoire, mais tu as été, pendant la première année que tu étais à Moncton, tu as été dépisteur pour eux, tout ça. Ouais. Mais dès l'année suivante, ils t'ont demandé de venir à temps plein. Non. Après ça, je suis dans le fond, j'ai fait mes 2 premières années comme dépisteur normal, puis ensuite je suis devenu dépisteur en chef, dans le fond. OK, parce que dans le fond, après un an, t'as laissé l'université derrière. Ouais, dans le fond, je suis revenu m'établir ici plus dans le fond, j'étais encore à Saint-Hyacinthe, donc je me suis établi à Saint-Hyacinthe, puis dans le fond, je m'occupais plus d'un territoire à ce moment-là. Puis l'année suivante, il y a eu quand même du mouvement au niveau du personnel des Huskies. Puis dans le fond, c'était à ce moment-là. Dans le fond, ça a été un peu la transition. Justement, André Tourigny a gradué chez les professionnels avec Colorado. Puis c'est Gilles Bouchard qui a pris la charge à Rwanda.
Puis, dans le fond, dans ce moment-là, eux, les deux ensemble étaient venus me rencontrer puis m'avaient offert le poste de dépisteur-chef. Là, fait qu'on aimait ça. 22 ans. Ouais, 22-23, là, c'est pas mal dans l'été que ça s'est fait. Là, fait que, encore une fois, des dépisteurs en chef de 22-23 ans dans le junior majeur, il y en a-tu beaucoup? Bon, à ce moment-là, il y en avait pas. Là, je te dirais, il y en a peut-être un petit peu plus, là, mais honnêtement, ma première année, elle avait 22 ans. L'autre plus jeune devait être sa fin trentaine, début quarantaine, mettons, pour te donner une idée. Là. Fait que c'est sûr que c'était... mettons que je suis très, très reconnaissant envers ce qu'André puis Gilles ont fait à ce moment-là, parce que c'était vraiment un move, je dirais un gutsy move, si on veut. Là. Il aurait pu... il y avait bien d'autres options, fait qu'il aurait pu aller vers bien d'autres options. Je suis bien reconnaissant envers qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi. Pourquoi ils ont demandé à un gars de 22 ans, 23 ans d'être le dépisteur en chef après 2 ans d'expérience? Ah, ça, c'est sûrement plus une question qu'il faudrait leur poser à eux. Mais ils voyaient quelque chose en toi, clairement. Ouais, tu sais, je pense André me connaissait plus que Gilles à ce moment-là. J'ai déjà développé une très bonne relation avec Gilles au travers des années, mais je pense qu'André me connaissait plus à ce moment-là, puis justement, je pense qu'il devait trouver que mon évaluation des joueurs était bonne, puis que j'emmenais mon opinion, dans le fond. Est-ce que... Parce que les Huskies ont eu beaucoup de succès à ce moment-là, puis c'était, je crois... Évidemment, c'est différent de la naissance, parce qu'il y a moins peut-être d'échanges. C'est beaucoup par le repêchage. Et les joueurs, le corps, le noyau des joueurs qui a fait le succès des Huskies, c'était des joueurs que tu avais aidé à repêcher, si je ne me trompe pas. Là. Ouais. Ça se peut que tout ça aussi a joué en ligne de compte, que les résultats que vous avez obtenus qui découlent un peu directement de ta job. Est-ce que c'est possible, ça aussi? Ouais, je pense, honnêtement, à Rouyn-Noranda, on s'est toujours dit que le repêchage, c'était vraiment primordial, que ce soit un choix de première ronde ou de 12e ronde. Le choix est aussi important, puis que, dans le fond, on voulait vraiment bâtir notre équipe, puis surtout notre culture, parce que quand tu fais des échanges, le joueur que tu amènes, il est pas toujours dans ta culture. Fait que, d'avoir le plus de joueurs vraiment dans ta culture, puis dans les critères que j'ai parlé un peu plus tôt qu'on recherchait. Fait que c'est vraiment ça qu'on a essayé de faire. Puis quand on a gagné la Coupe du Président en 2016, dans le fond, je pense qu'on avait 17 gars sur 23 qu'on avait repêché dans l'équipe qui a gagné. Fait que c'est sûr que ça aide, là. Mais en même temps, tu sais, honnêtement, c'était vraiment toujours un travail d'équipe. Là. Je te dirais pas, tous les joueurs qu'on repêchait, c'était tout le monde était tout le monde avait son mot à dire. Tout le monde était d'accord avec la décision qu'on prenait, puis c'était vraiment pas une personne qui décidait. C'était pas une personne qui décidait un joueur, là, que ce soit des bons coups, des mauvais coups, tout le monde était responsable. C'est toujours comme ça, j'ai essayé de... C'est même, c'est ça, quand j'employais quelqu'un de nouveau, je disais, moi, le but, honnêtement, c'est pas de drafter un... Tu sais, exemple, j'engageais quelqu'un sur la Rive-Nord ou sur la Rive-Sud de Montréal, je disais, moi, le but, que le gars vienne de la Rive-Nord, de Amos, de n'importe où, des Maritimes, je veux qu'on drafte le meilleur joueur disponible. Je veux pas que tu pousses pour un gars de ta région pour dire, hey, c'est moi qui ai drafté lui, puis fait que c'est vraiment... On repêchait pour les Huskies, puis non pas pour la personne, dans le fond, de repêcher. C'est-tu déjà arrivé que tu as repêché un gars, tu as repêché quelqu'un ou un joueur sur lequel tu avais une opinion très forte et tu t'es complètement trompé, finalement? Bon, c'est sûr, certain. Là, quand tu penses que tu draftes... Quand tu draftes, par exemple, 12 gars par année dans le junior, il y en a à peu près 5-6 qui vont jouer idéalement. Fait que il y en a quand même 7 que tu te trompes, mais... Il y en a que tu sais que c'est plus des... Ouais, il y en a, tu sais, c'est plus des coups de dés, mais il y en a, tu sais, t'as vraiment un strong feeling sur eux, puis ils se développent pas nécessairement comme t'avais pensé pour des raisons que des fois... Tu te dis, peut-être que ça aurait été dans mon rôle de savoir ça, ou des fois, il réagit à certaines situations que tu te dis, je pense qu'il aurait pas réagi, je pensais pas qu'il allait réagir de même, ou des fois, est-ce qu'on a fait les meilleures choses possibles dans son développement? C'est une autre chose, parce que, tu sais, des fois, sauter des étapes, parce que c'est toujours la meilleure chose, c'est quand même débattable. Les Red Wings de Détroit sont le bon exemple pour ça. Ouais, exact. Puis souvent, exemple, les jeunes parlent, tu sais, exemple, tous les jeunes veulent jouer dans le junior à 16 ans, mais c'est vraiment la meilleure chose pour eux. Moi, je pense que c'est quand même débattable. Puis à Rouen, on avait justement T'sais, les jeunes, on voulait qu'ils jouent. Fait que s'ils jouaient pas dans l'équipe à 16 ans, on les retournait à Midget 3. Puis regarde, moi, j'ai été souvent impliqué, dans le fond, justement, avec mon père Midget 3. Puis Christopher Letang, c'est probablement
un des top 2 meilleurs défenseurs québécois dans la Ligue nationale. Il a joué à 16 ans dans le Midget 3. Puis, tu sais, je me rappelle de l'avoir joué. Il était vraiment dominant. Il a pris confiance. Puis l'année d'après, quand il est arrivé dans le junior, il a été super bon. Val-d'Or, je pense. Ouais, exact. Marc-André Bourdon, même chose. Il a joué à 16 ans à Midget 3. Puis, tu sais, il a arrêté sa carrière à cause des commotions. Mais quand l'année avant que ça arrive, il y avait une très bonne saison aussi à Philadelphie. Tu regardes sûrement un des meilleurs attaquants québécois, c'est Patrice Bergeron, même chose, il a joué à 16 ans Midget 3. Fait que tu sais, je pense pas que ça soit négatif pour un joueur que sa courbe de progression soit étape par étape. Là, parce que des fois, quand on sort des étapes, ben ça fait que justement, tantôt on parlait de la confiance, ben le joueur perd confiance, puis quand il arrive, par exemple, à 18 ans, que tu pensais que ça allait être lui qui allait mener la barque, ben ça fait 2 ans qu'il a pas confiance dans les talons, puis il a perdu confiance en ses moyens. Donc, c'est pas nécessairement... Quand t'étais coach scout en chef à Rouyn-Noranda, les dépisteurs en tant que tel, eux, étaient avec quel âge? Probablement dans... je dirais que c'était à 40 ans à mon temps. Assez varié. Là. Je n'avais, exemple, la première année que j'ai commencé, je pense, il y en avait 50, autour de 55, puis comme le plus jeune, à part moi, il devait avoir 26 ans environ. Là. Fait que je dirais que ça a été assez varié. Comment eux réagissaient que leur boss, entre guillemets, leur supérieur, avait 22 ans, 23 ans? Bon, ça, c'est sûr que... je pense toujours une façon de... Je pense que c'était à moi, justement, en aimant, je me suis jamais vraiment appris pour, justement, entre guillemets, un boss. J'étais vraiment un partenaire, puis on travaillait ensemble. Mm-hmm. C'est sûr que des fois, faut que tu dises tel point, il faut que tu tranches sur certaines choses, mais je pense... C'est toi qui avais le mot final sur les décisions? Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est... Bon, en aimant, j'ai jamais vraiment eu de misère, puis sérieusement, c'est de quoi que... Souvent, les dépisteurs que j'ai engagés, c'est des personnes que je connaissais quasiment pas pantoute, puis à finir, j'allais m'asseoir avec eux autres, discuter de hockey, puis des fois, tu sais, quand tu dis que on dirait que la chimie connectait, puis tu te dis, bon, ben, ce gars-là, je n'ai besoin dans mon organisation, puis tous les gars que j'ai engagés, je dirais, j'ai encore des bons contacts avec eux autres, c'est quasiment tout devenu des amis, fait que c'est vraiment... Au-delà du travail, ça te fait développer des relations avec des personnes que t'aurais jamais rencontrées. Puis des fois, j'échange encore souvent avec eux autres. Puis des fois, tu parles de tel aspect. Puis là, tu te dis, ça te fait réaliser une couple de choses. Fait que c'est vraiment... Mon aimant, ça a vraiment été une très belle expérience. Est-ce que les dépisteurs qui ont beaucoup d'expérience ont des connaissances quand même? Y a-t-il une bonne différence entre quelqu'un qui a 10, 15, 20, 30 ans d'expérience en dépistage plus qu'un gars qui en a fait 3-4 ans? Y a-t-il vraiment une différence? Tu fais, OK, lui, il a vraiment des outils. Il voit des choses que les autres voient pas. Est-ce que c'est... Je dirais ça dépend. Il y en a qui ont ultra gros d'expérience en termes d'années, puis ça veut pas dire que leur background vient avec, mais c'est sûr qu'il y en a qui ont... Exemple, cette année, mes boss, dans le fond, que j'ai avec Las Vegas, c'est des gars, ça fait vraiment longtemps qu'ils sont dans le domaine, puis des fois, ils t'amènent des points, t'es comme, moi, j'aurais pas pensé à ça, ou des façons de penser, puis des choses comme ça, que c'est sûr que on dit souvent que c'est un cliché que l'expérience ne jette pas, mais c'est vraiment vrai, puis eux, dans le fond, ben, c'est le fun de côtoyer, justement, ces personnes-là, puis je pense que j'ai eu la chance de côtoyer quand même pas mal de personnes comme ça, que ce soit justement mon père, que ce soit André Tourigny, Gilles Bouchard, ben ces personnes-là m'ont amené, que ce soit mes boss avec Las Vegas, ben m'ont amené extrêmement... Ils ont beaucoup d'expérience, puis ils me l'ont transmis d'une certaine façon. C'est sûr que t'acquiers pas toute l'expérience qu'eux ont, mais t'en acquiers une certaine partie d'une façon. Là. Est-ce que tu penses que tu es aussi bon pour évaluer toutes les positions? Un attaquant, un défenseur, un attaquant? Pas du tout. Mettons qu'on parle des goalers, sans prétention, c'est pas la position, mais honnêtement, d'un, je pense à la position qui est le plus dur à évaluer. Puis c'est sûr que je trouve, exemple, gardien, c'est la position où je dois être le moins bon à évaluer. C'est sûr, c'est certain. Tu as un dépisteur qui se spécialise dans le gardien de but. À Rouen, on a toujours eu un dépisteur uniquement pour les gardiens de but. Mais dans le fond, chaque recruteur faisait quand même sa liste de gardiens de but. Fait que tu t'essayes je pense qu'il faut que tu essaies d'emmener des points, exemple, pourquoi tu aimes un gardien X, puis ainsi de suite.
Puis au bout de la ligne, t'en discutes avec celui-là qui a plus de facilité dans ce domaine-là. Là. Fait que je pense que quand t'as des faiblesses sur certaines choses, t'essaies de bien t'entourer. Fait que je pense que c'est ça le mieux. Ken Holland, le directeur général des Red Wings, qui est un des plus respectés dans le domaine puis qui a plus que fait ses preuves avec les années, a souvent dit que, selon lui, d'utiliser un choix de première ronde avec un gardien de but, c'était du gaspillage, en fait, le choix de première ronde, parce que c'est trop imprévisible. Ouais, honnêtement, c'est un sujet, qui pourrait être débattu quand même longtemps. Par exemple, tu regardes Carey Price, probablement un des meilleurs gardiens dans la Ligue nationale en ce moment, il a été pris avec un choix de première ronde. 5e. Puis tu regardes un exemple Pekka Rinne ou Lundqvist, ces gars-là ont été pris vraiment tard dans le repêchage. Fait que il y a pas. Ouais. Mais des Fleury Price se feront plus rares, on dirait. Des gars que tu repêches très très tôt, là, parce que c'est sûr. Puis des Rick DiPietro, ça donne des cauchemars à des scouts. Ouais, c'est sûr. Puis si on regarde les dernières années, les gardiens, on dirait qu'il y a une tendance qui ont à sortir un petit peu plus tard. Puis c'est sûrement relié à justement à cette pensée-là. À des exemples comme ça. Là. Mais c'est sûr, honnêtement, gardien, c'est encore plus de projection, je dirais, parce que si on regarde l'âge des gardiens, on dirait qu'ils deviennent un petit peu, leur courbe de progression. Exemple, tu regardes un gars comme Devan Dubnyk, il est arrivé dans... exemple, il a passé à Montréal, puis il était dans la Ligue américaine, puis l'autre année d'après, il était dominant à Minnesota. Fait que, ça a pris comme 10 ans. Puis il était rendu à 27 ans, il s'était fait repêcher en première ronde à 17 ans. Fait que c'est ça, c'est une méchante longue courbe de progression. Puis ça revient un peu à confiance que je parlais tantôt. Justement, faut que tu les mettes dans une bonne situation. Là. Fait que, les goalers, c'est beaucoup plus long, je pense. Pour la Ligue nationale, là, les goalers, c'est rare qu'ils sont bons avant 26. Même Carey Price, ça a pris... ça a pris ses années. Puis Marc-André Fleury aussi, c'est tough. Tu arrives à 18 ans, il y a des slap shots qui te frisent les oreilles. Là, c'est sûr. Puis t'as gros de la pression. Si on parle de ces gardiens-là, premier au total puis 5e au total, c'est sûr que t'as de la pression dans ta barouette. Mais je dirais, sinon, des autres positions, moi, j'étais attaquant, fait que je dirais sûrement que peut-être un petit peu plus de facilité au niveau des attaquants. Puis aux défenseurs, j'avais une couple d'anciens défenseurs, justement, dans mon staff à Rouen. Fait que souvent, des fois, j'aimais ça discuter avec eux autres. Puis là, ils me disaient, telle affaire... moi j'aime ça, ou un défenseur qui fait tel aspect. Fait que là, je me mettais à regarder un petit peu plus cet aspect-là, que j'étais pas défenseur, fait que j'avais pas l'habitude, mettons, de regarder ces choses-là. Fait que c'est sûr, je pense justement d'échanger avec des personnes qui ont joué différentes positions, c'est sûr que ça aide. On dit souvent que souvent ça a été sorti que le plus gros piège pour un dépisteur, c'est de tomber en amour avec un joueur. Il faut qu'il tombe en amour avec un joueur. Souvent, son idée est comme trop faite sur ce joueur-là, fait qu'il va comme toujours avoir tendance à avoir une image biaisée du joueur. Est-ce que ça t'est arrivé souvent de tomber en amour avec des joueurs? Honnêtement, je pense que ce soit en amour ou amour-haine, si on veut. Là, c'est une relation passionnelle. Ouais, exact. Moi, honnêtement, puis est-ce que c'est possible de faire ça à 100%? Sûrement pas, mais j'essaie de me dire... Quand j'arrive à l'aréna une journée, la page est blanche, puis c'est une nouvelle page, puis qu'est-ce que je vois, c'est qu'est-ce que je vois aujourd'hui, que j'adore le gars ou que je l'aime un petit peu moins, dans le fond. Fait que c'est vraiment ça que j'essaie de faire, mais au bout de la ligne, c'est sûr qu'il y a des joueurs que tu finis par aimer un peu plus, ou parce qu'ils font tellement de bonnes choses que tu te dis, tabarouette, ce joueur-là, je l'aime vraiment, mais faut que tu sois, comme tu as dit, c'est vraiment vrai, parce que quand justement, il fait des choses mauvaises, tu fais juste pas l'écrire dans ton livre, mais au bout de la ligne, je pense justement faut t'essayer de voir le plus clair possible. Puis à l'inverse, il y a des joueurs que des fois on dirait que t'as une tendance à un petit peu moins aimer pour des choses qui font pas bien, mais exemple, au bout de la ligne, après 2-3 ans, ils peuvent se développer à être des méchants bons joueurs. Fait qu'il faut pas que tu les mettes de côté non plus. Fait que c'est sûr que c'est un danger, autant que ce soit l'amour qu'un petit peu plus la haine. Mais c'est ça que j'essaie de faire là, à chaque fois. Là. Je dis le syndrome de la page blanche, là, c'est d'arriver à l'aréna cette journée-là. Neutre. Puis d'être neutre, puis qu'est-ce que j'écris aujourd'hui, c'est qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui. Puis à la fin de l'année, je
je mettrai la grosse photo ensemble de toutes mes pages, si on veut. Là. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, ça c'est sûr. On n'est pas objectif. Je pense que c'est le même exemple que si ton enfant fait quelque chose, tu vas peut-être lui pardonner plus que si, exemple, le même enfant à côté fait la même chose, ben là, tu vas dire, lui, il n'aurait pas de faire ça. Non, exact. Je te demande la question, parce que là, le junior major, on l'a dit, les gars sont plus proches de ce qu'ils vont devenir, c'est-à-dire que tu les repêches pour l'année suivante. Mais mettons, je te pose la question pour la Ligue nationale, là, qui a une certaine différence. Depuis plusieurs années, il y a tout le temps, quand arrive le temps du repêchage, une espèce de deux mentalités. Est-ce que tu repêches par position, donc par besoin, si tu as besoin de centre, repêche des centres, des défenseurs, ou il y en a où l'autre mentalité, repêcher le meilleur joueur disponible. Puis c'est toujours la question. Puis on a vu des gens se tromper dans les deux cas. Hein. Des fois, des gens ils disaient « Hey, tel joueur disponible, mais ils ont besoin de tel joueur, ils vont le prendre. » Puis là, c'est catastrophique. Mon Dieu, il aurait vraiment dû prendre le gars qui était le meilleur disponible, même si c'était pas ce qu'il voulait. Faut que tu ailles chercher les meilleurs chips, si on veut. Faut que tu ailles chercher la plus grosse, les plus gros talents. Il faut que tu ailles chercher les skills d'abord et avant tout. Et à l'inverse, on a vu des gens dire non, c'est lui le meilleur disponible. Puis finalement, le gars, mettons, il se développe pas comme prévu. Et le gars que tu aurais repêché par position, qui devient. C'est exactement il n'y a pas de réponse parfaite, mais selon toi, dans cette espèce de débat-là, de repêcher par position, par talent, où tu te situes par rapport à ça? Je dirais, au niveau de la Ligue nationale, je n'ai pas vraiment une très grosse expérience à ce niveau-là, parce que c'était vraiment mon premier repêchage cette année. Donc, je vais plus parler au niveau junior, qu'est-ce que ma mentalité était. Je dirais, honnêtement, notre mentalité, c'était le meilleur joueur disponible, de toujours y aller avec le meilleur joueur disponible, parce que, sérieusement, tu sais, quand j'essayais toujours de faire des bilans, exemple, de regarder nos repêchages, qu'est-ce qui étaient nos bons coups et pourquoi, qu'est-ce qui étaient nos mauvais coups et pourquoi. Puis souvent, quand on avait drafté une position, le joueur avait pas joué, puis tu te dis, oui, j'ai drafté une position, parce que, tu sais, mettons, tu disais, j'ai drafté 4 avant, un défenseur, là, tu sais, je m'en viens, exemple, à 5e ronde, que c'est peut-être d'un rang que tu peux encore espérer avoir un joueur qui va jouer quasiment dans l'immédiat. Puis tu dis, je vais prendre un défenseur pour compenser, exemple, que j'ai pris 4 attaquants, là, tu prends un défenseur, puis le défenseur, il a aucune chance de jouer, puis après ça, il y a deux attaquants qui sont sortis, tu te dis, j'aurais été mieux d'avoir le plus de munitions possible, puis au pire, à ce moment-là, échanger un attaquant contre un défenseur. Ça change très vite aussi avec il y a trop de changements assez vite. C'est la saison après, il y a des surprises, il y a des gars qui performent mieux, des gars qui performent moins. C'est difficile de prédire. Exact. Honnêtement, la réponse est dure à dire là-dessus, parce que, tu sais, en même temps, le meilleur joueur disponible, tu sais, c'est assez vague aussi, là, parce que, tu sais, c'est qui vraiment le meilleur joueur disponible, c'est toujours vraiment dur. C'est vraiment dur à dire, mais, tu sais, si on regarde, exemple, un échange comme Nashville puis Columbus a fait quand ils ont échangé Seth Jones contre Ryan Johansson, c'est là que tu te dis, eux autres, il y avait les munitions, puis il y a une équipe qui avait besoin de plus d'un défenseur, l'autre qui avait plus besoin d'un centre. Fait qu'ils ont flippé leurs joueurs, 2 joueurs vraiment de haut talent. Puis à date, ça marche pour les 2 équipes. Exact. Fait que, tu sais, ça, je pense que un exemple trade, comme ils disent. Ouais, un exemple de même t'a dit que t'essaies de prendre vraiment le meilleur joueur disponible. Une chance qu'ils ont pris dans les 2 cas, je pense, le meilleur gars qui était disponible. Parce que, tu sais, Seth Jones, cette année-là, il dit, il va sortir premier, il va sortir deuxième. Exact. Non seulement il n'est pas sorti premier, il n'est pas sorti deuxième, il n'est pas sorti troisième. Ouais. Puis tout le monde était, pendant lui, le premier, étonné qu'il soit encore là, 4e. Puis Columbus, Nashville l'avait pris. Puis Nashville, il n'avait rien que ça, des défenseurs, tu sais, avec, dans ce temps-là, Weber, Josie, Econ, puis Ellis, tout ça, puis finalement, une maudite chance qu'ils l'ont pris, parce qu'ils ont été chercher leur centre ainsi. Probablement la même chose aussi avec le Canadien puis Sergachev. Si on n'avait pas pris Sergachev, je pense pas qu'on aurait Jonathan Drouin aujourd'hui. Ouais, exact. Puis t'es allé chercher une valeur vraiment solide. Puis tu sais, ça c'est des débats. Exemple, t'as vraiment un vraiment bon gardien dans ton organisation. Puis pour, tu sais, exemple, je me rappelle une année à Rouen, on avait un 16 ans puis un 17 ans dans les filets, fait qu'on se disait notre avenir est en de bonne main, puis on a quasiment pas besoin de goaler pendant 3-4 ans, mais fait que on s'est ramassé une année qu'on n'a pas vraiment appris. Puis finalement, le goaler qui avait 17 ans à ce moment-là, à 18 ans, il est parti. Fait que tu te ramasses que finalement, tu te pensais bien bon, puis que t'avais bien de la profondeur dans le filet, puis tu te ramasses finalement que t'as rien qu'un goaler. Fait que c'est un goaler, je parle, qui est prêt à jouer. Fait que finalement,
t'as mis la position un petit peu de côté, puis ça finit par te rattraper dans un sens. Faut prévoir plus que ça à toutes les positions, comme exact. T'as jamais trop de joueurs, je pense. Est-ce que tu regardes souvent tes bilans d'il y a 2, 3, 4, 5 ans? Quand ben là, justement, ça fait pas aussi longtemps que ça t'en fait, mais les équipes les gardent, les bilans, tu sais. Qu'est-ce que tu avais dit de ce gars-là il y a 5 ans? Qu'est-ce que tu avais dit pour voir justement ta moyenne au bâton, à quel point tu es bon à évaluer? Est-ce que tu le consultes beaucoup, tes bilans? Ouais, j'essaie toujours. Je trouve ça intéressant, justement. Exemple, quand j'étais avec les Huskies, j'aimais ça aller voir des games juniors, pareil, même si, exemple, c'était pas mon mandat à ce moment-là, pour voir, justement, exemple, un joueur X, je l'aimais vraiment, de voir comment il s'est développé, ou, exemple, un joueur Y que j'aimais pas pantoute, mais que finalement, comment il s'est développé, exemple, 2-3 ans plus tard. Fait que je trouve ça toujours intéressant, puis je pense que c'est de quoi qui est vraiment intéressant à faire comme exercice, parce que c'est une science qui est pas exacte du tout. Donc, de dire, exemple, le joueur Y, je pensais pas qu'il allait bien se développer, puis il s'est bien développé, mais pour quelle raison, dans le fond, il s'est bien développé, puis c'est de quoi qu'il faut que je fasse attention, exemple, dans mes prochaines décisions que je fais. Puis à l'inverse, exemple, que le joueur Y, je pensais qu'il allait être vraiment dominant, puis qui est un joueur moyen finalement, ben pourquoi il est devenu un joueur moyen, puis j'essaie de trouver... Y a-tu des leçons précises là-dedans que tu as appris, que tu te souviens, que tu sais, ça, je vais regarder ça plus précisément? Vite de même, je pourrais pas te nommer de quoi de bien précis, là, mais c'est sûr à 100% qu'il y a des choses qui te marquent. Ouais, vraiment. Quand tu es dans une équipe, je sais pas si c'est la même chose junior majeur ou NHL, c'est ça que je te demande, en fait. Il y a différents types de scouts. Tu sais, depuis tantôt, on parle du repêchage, mais il y en a que c'est... Puis là, tu corriges-moi, puis en fait, tu répondras en fait à la question. Il y a différents types de dépisteurs aux professionnels. Il y a les gars qui vont voir les gars du college, les agents libres qui sont pas repêchés, les joueurs juniors, puis là, par junior, ben, ça va par Maritime, Québec, l'Ouest. Les États-Unis, c'est une autre affaire. Il y a, je crois aussi, des scouts qui vont dépister les joueurs des autres équipes, donc les joueurs pro qui appellent, des pro scouts, donc voir les gars qui sont professionnels. Il y a des scouts en Europe. En Europe, c'est large, là, ça peut aller de la Scandinavie à aller trouver Texier là, en France, qui est repêché en deuxième ronde. Il faut bien que quelqu'un l'ait vu jouer un moment quelque part. Fait que dans une équipe de repêchage, de scouts, une équipe nationale, j'ai toutes nommées, il y en a-tu d'autres? C'est pas mal tout ça dans le sens. C'est quand même large. Si on veut, il y a comme deux groupes de recruteurs pour chaque équipe. Là. Il y a les dépisteurs professionnels, comme tu dis, ils vont aller voir les games, que ce soit dans la Ligue nationale, que ce soit dans la Ligue américaine, puis un petit peu en Europe aussi, des gars qui sont déjà, dans le fond, professionnels, si on veut, qui ont déjà des contrats professionnels. Donc, il va regarder ces joueurs-là, que ce soit pour des échanges ou pour signer comme agent libre. Ensuite, il y a les joueurs qui regardent les agents libres, dans le fond. Donc, que ce soit au niveau collège, que ce soit les joueurs, exemple, de 20 ans, au niveau junior majeur, eux autres vont être... comme Pat Charbonneau exactement. qu'on a reçu, c'est ça qu'il fait pour les Maple Leafs. Exactement, c'est ça qu'il fait. Puis ces gars-là, souvent, vont s'occuper aussi du développement des joueurs d'une certaine façon. Donc, de suivre les joueurs de l'organisation qui ont été repêchés, comment ils jouent, comment ils se développent. Puis ensuite, il y a le staff amateur. Moi, dans le fond, c'est ça que je fais. Donc, de regarder les gars qui sont disponibles pour le repêchage amateur. Donc, ça soit partout. Moi, dans le fond, je couvre la JMQ. On a au complet. Ouais, exact. Donc, on a en Ontario, dans l'Ouest. Puis c'est vraiment, tu sais, exemple, j'entends souvent les personnes critiquer les recruteurs auraient dû rafter un tel au lieu d'un tel, mais je me suis toujours dit que c'était un job extrêmement difficile. Puis cette année, exemple, c'était ma première année dans la Ligue nationale. Puis quand j'ai vu le travail que mes boss ont à faire, c'est extrêmement difficile. Tu sais, juste de, tu sais, quand tu penses que faut tout qu'ils voient chaque joueur dans le fond partout dans le monde, là, que ce soit justement comme tu dis, que ce soit en Texier qui est en France, le gars qui est en Russie, le gars qui est en Suède puis qui joue dans une ligne d'hommes puis qu'il joue pas gros pendant un match, puis là faut qu'il compare ça avec un gars qui joue exemple junior majeur ou qui joue prep school aux États-Unis, qui est un calibre complètement différent. Fait qu'honnêtement de voir leur horaire exemple dans un mois, puis le nombre de joueurs qu'ils voient, puis tout ce qu'il faut qu'ils comparent, c'est vraiment très difficile. Puis un joueur au bout de la ligne, tu sais, un joueur il le voit pas 100 fois non plus dans l'année. Là, si tu veux voir tous les top joueurs exemple disponibles dans le repêchage,
Tu vas voir quoi, 2, 3, 4 fois pour avoir vu tous les joueurs. Puis, fait que c'est extrêmement difficile, c'est sûr et certain. Parce que tu en as parlé, c'est une position facilement critiquable, tu sais, pour le fan moyen. Qu'est-ce que le fan moyen qui pense, parce qu'il regarde le hockey à la télé, qui pense, qu'il dit, moi, je pourrais être scout dans le fond, je regarde ça le hockey, puis je connais ça. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire pour qu'il comprenne, qu'il sache c'est quoi la difficulté réelle de faire ce job-là? Ben, honnêtement, c'est ça. Juste moi, sérieusement, puis je l'ai déjà fait, honnêtement, critiquer tu sais, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 14, 15, 16, 17 ans, tu sais, tu regardes des repêchages de telle équipe, tu te dis, tabarouette, son donc bien niaiseux, il aurait dû prendre tel gars. Comment ça, Pérézogin? Tu sais, c'est ça, tu sais, des joueurs que tu regardes, puis tu te dis, l'autre d'après est 100 fois meilleur, tu sais, comment ça, ils ont pas vu ça, mais quand t'as les pieds vraiment dedans, c'est là que tu le réalises, puis tu sais, honnêtement, dans le junior, tu couvres Québec-Maritime, puis des fois, tu te dis, tabarouette, c'est dur. Honnêtement, mettons, moi, quand j'étais en charge à Rouen, tu te dis, c'est dur en tabarouette. Pareil, couvrir tout ça, puis de comparer toutes les ligues. Tu sais, la ligue, exemple, de la Nouvelle-Écosse, puis du Nouveau-Brunswick, elle n'est pas pareil. Puis ensuite, quand tu compares au midget 3, au midget espoir, ça se compare difficilement. Fait que cette année, je me suis vraiment rendu compte que, tu sais, quand tu mets ça à l'échelle mondiale, puis de comparer justement tous ces différents calibres-là. Tu sais, exemple, juste aux États-Unis, il y a un gars qui joue dans NCAA, puis l'autre qui joue dans un prep school, ben, le calibre n'est même pas proche d'être la même chose. Faut quand même que tu compares des joueurs à ce niveau-là. Fait que c'est extrêmement difficile. S'il y a un gars, mettons, un jeune en ce moment qui nous écoute, que ce soit un amateur ou un ancien joueur ou peu importe, un jeune qui disait, moi, j'aimerais ça faire ce que tu fais, Raphaël. J'aimerais ça devenir un scout, moi, que ce soit professionnel, Jean Valeur. Par où commencer? Qu'est-ce que tu lui dirais? Honnêtement, c'est une méchante bonne question. Puis j'ai quand même eu déjà cette discussion-là avec pas mal de monde, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui finissent par m'écrire ou m'appeler ces choses-là pour me demander je voudrais commencer, c'est de quoi qui m'intéresse vraiment, puis où est-ce que je commence, puis ainsi de suite. Mais honnêtement, c'est quand même, je dirais, c'est un milieu qui est quand même assez dur à percer. Exemple, de rentrer dans une équipe junior, ben c'est quand même assez dur. Fait que je dirais, c'est quand même, c'est une question vraiment de timing, d'opportunité, puis d'essayer de. Tu sais, moi, honnêtement, j'ai eu l'opportunité. Ça a vraiment été un concours de circonstances. T'étais un ancien junior majeur. Ouais, exact. Non, mais peut-être, probablement, dis-moi ce que t'en penses, mais j'imagine que c'est pas une mauvaise idée si t'es un jeune de juste commencer à essayer d'en faire, d'aller voir des games, d'évaluer des gars. Ouais, c'est sûr que aiguiser ton œil, c'est la meilleure chose à faire, là, parce que comme je disais, la première fois que tu t'es assis, tu te dis, tabarouette, il y a quand même pas mal de choses à regarder. Fait que c'est sûr d'aiguiser ton œil, puis d'essayer de trouver un poste. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait de mauvais postes pour commencer. Puis, fait que je pense, je me rappelle honnêtement quand j'ai commencé à l'université, puis je faisais ça, les gars dans mon équipe, ils se moquaient quand même pas mal de ça. Il pense qu'il va être cadre. Il trouvait ça drôle, il disait à tabarouette, il fait quoi lui le dimanche, mettons, les gars faisaient de quoi ensemble, puis je leur disais, moi je peux pas, je fais ça. Ou mettons, ma blonde était ici au Québec, elle venait me voir de Martine, puis je l'emmenais scotter des games. Les gars étaient comme tabarouette. C'est pas un romantique. Non, exact, mais. C'est drôle parce qu'au même moment que tu te rappelles ce souvenir-là, tu portes un polo des Golden Knights, puis tu travailles dans la Ligue nationale, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis, il y a pas de mauvais, il y a pas vraiment de mauvaise place à commencer pour quelqu'un qui veut commencer. Puis je pense que quand t'es travaillant, puis quand il y a quelque chose qui te passionne, ben tu vas finir par arriver à la place que tu veux. Vraiment. Tu t'es quand même, c'est ça, à 22 ans, dépisteur en chef des Huskies, à 22-23. Tu fais ça pendant quelques années et je sais pas combien de temps tu pensais faire ça, mais visiblement, le coup de téléphone de la Ligue nationale est venu quand même assez rapidement. Est-ce qu'il est venu plus vite que tu pensais? Puis comment c'est arrivé que tu te ramasses avec les Golden Knights? Ouais, honnêtement, première chose, c'est venu plus tôt que je pensais, probablement, parce que j'avais pas vraiment eu le temps de penser à ça, de me dire quand que, tu sais, honnêtement. T'étais même pas rendu là. Tu sais, c'est drôle à dire. Je suis quelqu'un qui essaie de vivre vraiment dans le moment présent, puis de dire, regarde, en ce moment, je fais ça, puis c'est comment que je peux être le meilleur dans qu'est-ce que je fais aujourd'hui, puis c'est vraiment ma façon de voir les choses. Quand j'ai commencé comme recruteur, je me disais, c'est comment que je peux être un meilleur recruteur, puis honnêtement, je m'étais dit, un moment donné, c'est vrai, j'ai déjà pensé, je m'étais dit,
je pourrais peut-être être dépisteur-chef à un moment donné d'une équipe. Honnêtement, je me disais, ça va arriver que j'ai 35 ans. Mettons, je regardais les personnes qui faisaient ça. Fait que je me disais, je vais accumuler de l'expérience, puis un jour, ça va arriver. Puis quand je suis devenu dépisteur-chef, ben je me suis fait poser la question. Le monde il me disait, tu sais, d'être plus dans la direction, exemple, d'une équipe junior, ou je me suis dit, honnêtement, ça arrivera quand ça arrivera, si ça allait arriver. Puis exact, là, on traversera le pont quand on sera rendu. Puis tu sais, honnêtement, quand on dit que c'est un concours de circonstances, souvent, tu sais, exemple, j'aurais pas eu l'appel des Golden Knights l'an passé. Ça m'aurait pris combien de temps après ça d'en avoir une d'une autre équipe, mettons, ça serait pas arrivé. Honnêtement, ça aurait-tu pu prendre 5-10 ans? Peut-être, honnêtement, j'ai vraiment aucune idée à ce niveau-là. Fait que j'ai eu une chance, le timing vraiment bien fait. Comment ils ont pensé à toi? Comment c'est arrivé qu'ils pensent à toi? Ou non, je dirais ça a été des discussions d'une couple de personnes. Là, dans le fond, le DG adjoint qui est Kelly McCrimmon, il était avec Équipe Canada. Il a été avec Équipe Canada pendant une couple d'années. Fait qu'il a parlé au monde qui était avec Équipe Canada, exemple, il avait coaché avec Dominique Ducharme, donc il a demandé aux personnes avec qui il coachait si c'était une personne, j'imagine, ils ont parlé si c'était une personne à prendre au Québec. Dominique Ducharme, lui, il coachait junior majeur pour... Ouais, à Halifax, puis il était à Drummondville, puis dans le fond, il m'avait eu moi, il m'avait coaché au Junior de Montréal. Tu avais coaché au Junior de Montréal, puis qu'est-ce qu'il savait de toi comme dépisteur? Ben, je sais qu'il m'a aidé là-dedans parce que, dans le fond, je sais qu'il a nommé mon nom, puis il y a d'autres personnes qui ont nommé mon nom à des personnes de l'organisation des Golden Knights. Donc, je pense que s'il y a deux, trois personnes au Québec qui ont nommé mon nom, dans le fond, à des personnes qui avaient des postes clés pour les Golden Knights, ben je pense qu'ils ont commencé à creuser à partir de là. Ils m'ont appelé, puis à partir de là, je dirais ça a déboulé assez rapidement. Là. J'ai parlé, dans le fond, justement, Kelly m'avait appelé c'était à la fin août l'an passé, il m'a appelé, puis il m'a demandé si j'étais intéressé. Fait que... T'as dit non? T'as dit, rappelle-moi après ma partie de golf. Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est ça. Après ça, Scott Luce, qui est notre director of scouting, il m'a appelé tout de suite après, puis on a échangé pendant 35-40 minutes. Je dirais ça a cliqué pas mal à partir de là, puis je pense... Qu'est-ce qu'il te demande? Qu'est-ce qu'il y a c'est une forme d'entrevue, si on veut? Ouais, si on veut. Honnêtement, ça a été une forme d'entrevue, pas trop entrevue, si on veut, là, parce que ça a fini qu'on a vraiment discuté de plein de choses de hockey. Là, on parlait des sujets, puis je disais ma façon de voir telle chose, puis il me disait un peu la sienne, puis fait que je pense que nos façons de voir les choses se rejoignaient quand même pas mal, puis je pense qu'on a connecté quand même pas mal à partir de ce moment-là. Puis sérieusement, j'ai vraiment eu une belle première saison. Là. J'ai travaillé avec du monde qui était vraiment... Là, à partir du moment où ils t'ont engagé, toi, t'étais rendu... Techniquement, t'avais accepté le poste d'assistant directeur général junior majeur. Ouais, exact. Mais là c'est venu brouiller les cartes. Ouais, ça a été... Honnêtement... C'est vraiment le fun de, tu sais, t'as un appel de la Ligue nationale, tu t'entends pas à ça, mais je me rappelle encore le soir que j'ai eu l'appel, j'ai appelé Gilles Bouchard, dans le fond, à Rwanda, qui était quelqu'un que, tu veux pas, tu développes des affinités avec des personnes avec qui tu travailles, puis t'as vraiment du plaisir. Honnêtement, à Rwanda, j'étais 100% heureux, puis j'adorais vraiment qu'est-ce que je faisais, puis les personnes avec qui je travaillais, le groupe de recruteurs que j'avais avec qui je travaillais, autant au niveau de leurs compétences, autant au niveau des personnes qui étaient le fun à travailler avec. Fait que c'est sûr que faut que tu laisses de côté de quoi que t'aimais beaucoup, mais ça fait partie de... Ça fait partie de la game, comme on dit. C'est sûr. Là, à partir du moment où ils t'ont engagé, ils t'ont engagé quand même 1 an d'avance, si on veut. Là, il y avait beaucoup de travail à faire, certes. Mais là, quand ils t'ont dit, bon, c'est beau, tu travailles pour nous, là, cette heure, t'es scout pour Vegas, par où commencer? Tu pars de zéro, t'as même pas de joueur dans ton équipe, t'as rien, t'as même pas le draft, t'es dans 1 an. C'est normal, il faut se prendre d'avance puis évaluer les gars pendant l'année, mais je veux dire, là, par où ça commençait, là? Dans le fond, je me suis fait engager, je pense que c'était le 1er septembre ou quelque chose comme ça. Puis le 5, je suis allé à Las Vegas. On a fait justement des meetings pendant 3-4 jours. Fait qu'ils nous ont dit un petit peu la façon de procéder, puis la philosophie de l'équipe. Puis comment faire nos rapports, puis ces choses-là. Puis après ça, je suis revenu ici, puis
Est-ce que tu as rencontré le directeur général, George McPhee? Oui, dans le fond, pendant les meetings, là, il y avait vraiment tout le monde de l'organisation. Ça a été une expérience vraiment, vraiment très le fun. Puis que, comme je disais, toutes les personnes que j'ai rencontrées dans l'organisation, c'est vraiment le fun. Terre à terre, ultra gentil, ultra généreux, fait que ultra généreux de leur connaissance aussi, fait que c'est vraiment le fun pour quelqu'un comme moi que je pense que j'ai quand même beaucoup à apprendre, donc c'est le fun de côtoyer des personnes qui ont beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup de connaissances, puis sont aussi généreux de les partager, puis des bonnes personnes aussi. George McPhee a une super réputation, je veux dire, il a quand même été directeur général là, de plusieurs équipes. Il était à Washington avant. Il était 17 ans à Washington. 17 ans, c'est ça. Il était peut-être même pas ailleurs avant ou quelque chose. Mais en tout cas, il était très longtemps à Washington. Oui, il était 17 ans à Washington. Après ça, il a été consultant avec les Islanders. C'est ça. Puis, mais c'est un gars qui a une grosse tête de hockey, puis qui est très respecté dans le monde du hockey. Puis, c'était lui, c'est un peu lui le capitaine du bateau. C'est quel genre de comment tu montes une équipe de zéro? C'était quoi lui sa philosophie? Qu'est-ce qu'il vous a demandé de regarder? T'sais? Bon, je dirais honnêtement, au début, on a échangé quand même pas mal parce qu'on avait des personnes de vraiment, on avait des personnes, par exemple, qui venaient de l'organisation de Floride, d'Ottawa, Edmonton. T'as du monde qui arrive de Washington. Fait que tout le monde a pu échanger justement sur leur philosophie, qu'est-ce qui faisait de bon, qu'est-ce qui faisait d'un petit peu moins bon à certaines places. Puis je pense qu'au fil du temps, la direction a essayé justement de modeler ça pour faire le mieux possible. Fait que toi, c'était quoi ton objectif cette année? C'était d'évaluer les gars... Les gars de la GMQ, dans le fond. La GMQ pour le repêchage de 2017 qui vient d'arriver. Oui, exactement. Puis là, il y avait plein de est-ce que toi, t'étais impliqué au niveau de... Parce que, tu sais, il y avait le repêchage d'expansion. Ouais. Ça, est-ce que ça t'impliquait ou non? Ça, c'était vraiment notre staff professionnel qui s'est occupé de ça. Là. Eux, dans le fond, ils ont eu un méchant travail de fou cette année. Dans le fond, il fallait qu'ils couvrent les 30 équipes de la Ligue nationale, les équipes de la Ligue américaine, des joueurs qui leur appartenaient en Europe. Fait que les autres, ils ont eu un méchant gros travail. Puis, fait que, non. Mais c'était très intense. Même que c'est comme les règles. Parce que d'habitude, des fois, quand il y a eu des repêchages d'expansion, il y avait 2 équipes. Fait qu'ils divisaient ça, puis il y avait juste une équipe. C'était comme un genre de monopole. Ouais, c'est sûr. C'est comme si on voulait les avantager. Puis à un moment donné, je sais pas, la Ligue nationale a comme peut-être sous-entendu, peut-être qu'il y avait une autre expansion, peut-être qu'ils changeraient les règles. Parce que là, c'est comme si les Golden Knights, ils contrôlaient toutes les équipes, là, puis ça y a eu beaucoup d'échanges. C'est sûr. Je pense que quand il y a une équipe versus 2 équipes, ça fait quand même une grosse différence, parce que quand il y a 2 équipes, ben t'as toujours 2 personnes avec qui négocier, tandis que s'il y en a juste une, ben faut que tu t'arranges avec la personne qui est en face de toi, t'as pas vraiment le choix. Là. Fait que c'est sûr que ça crée un peu cette affaire-là. Est-ce que t'étais là dans les rencontres où ils parlaient des joueurs professionnels ou non? Non, nous autres, dans le fond, c'était vraiment dans le repêchage d'expansion était le 21, puis la première ronde du repêchage amateur était le 23. Fait que on était chacun en meeting de notre côté pour préparer le repêchage amateur, dans le fond, là, surtout dans le fond, que veut pas le repêchage d'expansion nous a rapporté beaucoup de choix au repêchage, donc il fallait vraiment être prêt à ce niveau-là. Là. Comment ça s'est passé, en fait, l'accomplissement, je veux dire, le bout de la ligne pour toi cette année, c'était le repêchage, c'était l'aboutissement, c'est chercher le mot, l'aboutissement d'un an de travail. Et là, t'es allé à ton premier repêchage avec National en tant que dépisteur. Comment tu te sentais quand t'es arrivé? Je dirais que c'était assez spécial comme feeling. Tu veux pas la journée de repêchage, c'est toujours ta journée de récompense ou d'examen, si on veut, de dire ben j'ai déjà travaillé toute l'année, là. Faut que je fasse mon résultat final. Là, mais je dirais que ça a été vraiment une très belle expérience. C'était assez impressionnant quand même. Là, donc, tu étais assis à la table sur le plancher avec l'équipe. Il y a beaucoup de mouvements le jour d'un repêchage. Il n'y a pas juste le repêchage. Il y a bien des affaires qui se passent. Il y a des échanges. Vous avez une liste. Toutes les équipes ont une liste. Puis tout le monde a des opinions très fortes sur plusieurs joueurs. Puis souvent, ça fait que les organisations veulent bouger. Ils veulent les dire, Colin... c'est quoi, Brian Murray qui est décédé récemment, et Erik Karlsson, il a monté de 2-3 spots pour aller le chercher, mais aujourd'hui, ils sont bien contents d'avoir bougé de 2-3 spots pour aller chercher Erik Karlsson puis avoir donné un choix de 3e ronde. Ils sont bien crampés de l'avoir donné. T'sais. Il y a beaucoup d'équipes qui, au contraire, se disent le gars qu'on voulait, il est parti.
on va descendre, puis ça ne nous dérange pas de repêcher dans 3-4 pics. Là, quand vous êtes arrivé au repêchage, Vegas, vous aviez 3 choix de première ronde, 3 choix dans le top 15, 6, 6e. 6, 13, 15. 6, 13, 15, qui est très, pour ceux qui suivent un peu le repêchage, là, très, très, très rare que une équipe va avoir 3 choix. Si tu as 2 choix de première ronde, déjà, c'est très rare. T'es très content. Mais 3 choix dans le top 15, écoute, le Canadien a eu genre 2 choix dans le top 10. En tout cas, c'est quand même assez rare là, que ça arrive. Donc, vous étiez, là, vous deviez être quand même près de chez près, parce que là, c'était comme... vous aviez pas juste un choix à faire, puis bon, on s'en reparlera en deuxième ronde, là. C'était comme... Non, exact. 15 secondes après, vous faisiez un choix, là. C'est ça. Puis il y a bien des scénarios qui peuvent se passer la journée d'un repêchage. C'est ça, les personnes à l'extérieur sont... Tu sais, des fois, un joueur qui sort à telle position, ça peut impacter tout le repêchage d'une certaine façon. Parce que vous savez pas quelle équipe les joueurs vont pêcher. Non, c'est ça. Vous avez pas d'informations. Non, exact. Fait que, tu sais, exemple, quand on se préparait pour notre choix 6, t'essayes de dire, tel joueur va sortir dans le top 5, mais tu sais pas exactement qui va sortir où. Fait qu'il faut que tu sois prêt à plusieurs scénarios, c'est sûr. La rumeur veut que l'an passé, pas 2017, mais 2016, Sergachev aurait été le choix des Oilers, qui était 4e au total. Mais que quand les Columbus qui repêchaient 3e ont pris Dubois, ça a pris tout le monde par surprise parce que c'est sûr que ça allait être pour URV. Puis finalement, Columbus n'ont pas eu le choix. Edmonton n'ont pas eu le choix de prendre pour URV parce qu'ils disaient il est encore disponible, il faut qu'on le prenne, c'est le meilleur joueur disponible. Mais eux, ils avaient besoin de défenseurs, puis la rumeur voulait qu'ils auraient pris Sergachev. Ça les a tellement surpris que pour URV, il n'y avait même pas de nom sur son chandail. Exact. Alors que quand tu es repêché dans le top 10, là, je m'excuse, mais tu as un nom derrière ton chandail. Là, ils savaient qui voulait. Là, et il n'a pas été pris 5e, il n'a pas été pris 6e, finalement, il a glissé 9e au Canadien, mais il aurait suffi qu'ils prennent pour URV 3e, ça aurait tout changé, puis le Canadien, ça aurait changé les choix de tout le monde. Exact. Quand je dis que c'est un joueur, des fois, qui peut changer, ça en est probablement un très bon exemple. On ne sait jamais qu'est-ce qui serait arrivé, mais des fois, le joueur aurait pu sortir à 4, puis finalement, il se ramasse à 9, puis c'est ça. Mais vous aussi, ça a beaucoup changé parce que vous étiez dans la loterie pour le premier au total, puis vous êtes tombé le plus bas que vous pouviez tomber. Parce que vous ne pouvez pas tomber plus bas que 6e, mais vous auriez pu avoir le premier, et vous êtes tombé 6e, vous êtes tombé au plus bas. Certains disaient que c'était peut-être la bonne année pour perdre la loterie, parce que c'était pas une année où il y avait de McDavid, où il y avait de joueurs peut-être qui appellent de type générationnel. Là. Mais quand même, 6e, c'est quand même ça change le draft, parce qu'il y a tout le temps le top 3 puis le reste, là, souvent dans l'imaginaire un peu. Est-ce que vous êtes consulté quand vous êtes à la table avec George? Est-ce que vous parlez beaucoup en termes de on voudrait vraiment ce gars-là, regarde si tu peux faire des échanges? Est-ce que ça vient de vous ou c'est lui qui dit... Ouais, je dirais ça. C'est des choses qu'on a parlé dans nos meetings. Tu sais, exemple, des joueurs qu'on sait plus qu'on aime vraiment. Là. Donc, lui il sait, dans le fond... il sait qu'est-ce que son équipe de dépisteurs, vers quel joueur il s'enligne. Fait que, dépendamment des noms qui sortent, il sait qu'est-ce qu'il y a à faire. Puis c'est sûr qu'il envisage, surtout avec 3 choix pour un ronde, exemple, c'est sûr qu'il envisage plus qu'un scénario. Là. Fait qu'il faut que tu sois prêt à n'importe quoi qui va arriver. 6e, vous êtes allé avec Glass, Cody Glass. Lui, c'est un gars de l'Ontario. Non, il joue dans l'Ouest, Portland. Ah, l'Ouest, excusez-moi, c'est WHL. Oui, exact. Après ça, on a pris un gars de la OHL, Suzuki. C'est ça, Suzuki. À 13, puis on a pris un gars de Suède, Brandstrom, à 15. Un défenseur, donc centre défenseur. Exact. Aucun gars dans ton territoire, techniquement. Non, exact. Est-ce que toi, qu'est-ce qui se passe quand t'es là au repêchage et tout ça? Dans le fond, toi, ça change rien. Dans le fond, les évaluations ont été faites. Si t'avais pas de gars dans ces rangs-là, t'avais pas de gars dans ces rangs-là, tu peux pas en inventer. Des fois, ça passe, c'est sûr que ça passe vraiment proche. Puis si le joueur sort, deux choix avant ton choix, c'est fini. Il a passé, puis ça passe à l'autre. C'est sûr qu'au Québec, quand il y a 9 joueurs qui ont sorti cette année, c'est sûr que c'est pas énorme. Fait que, non. C'est ça. Fait que, c'est ça. Si tu gagnes la loterie, t'as un potentiel d'avoir un joueur de ta ligue, là, mais si tu ramasses 6e, c'est sûr que ça enlève ça. Fait que c'est vraiment des concours de circonstances qui font, je pense, le but, c'est de placer le joueur où est-ce que tu penses qu'il est vraiment. Au bout de la ligne, c'est pas moi qui le place parce que j'ai pas vu, exemple, le gars en Europe, mais c'est de dire à mon boss, exemple, je pense que ce joueur-là, exemple, je le vois comme ça, puis je le projette, exemple, comme un joueur de
deuxième ligne comme un troisième, quatrième défenseur, ben lui, avec cette projection-là, puis avec les matchs qu'il a vus, ben il peut le comparer puis dire moi je pense plus ça, puis ainsi de suite, puis aller le placer vraiment à la bonne place. Là, mais je pense en général, les joueurs que j'avais vus étaient quand même bien placés sur notre liste versus qu'est-ce que je savais là. Puis versus qu'est-ce que j'étais à l'aise avec l'évaluation et la projection que je faisais d'un joueur. Puis le reste, c'est vraiment... honnêtement, ça prend tellement pas grand-chose pour que... Toi, t'es dans le genre majeur, fait que c'est rare que... Ben, pas c'est rare, mais ça arrive pas à chaque année que le gars repêché premier au total vient du junior majeur. Mm-hmm. Là, Nico Hischier, il est sorti premier au total cette année, puis ça aurait pu être Nolan Patrick, ça aurait pu, mais tu l'as vu jouer, parce que tu couvres le territoire. Qu'est-ce que tu penses de Nico Hischier? Puis en ce moment, on est à un moment où il n'y a pas encore joué en Ligue nationale, fait que tu sais... On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec lui. Honnêtement, c'est un joueur que j'ai su vraiment apprécier. Puis c'est un gars qui s'est développé vraiment à chaque match, je pense, cette année, il a pris une coche. Là, parce que quand il est arrivé au Québec, on parlait d'un choix pour un ronde, mais on parlait pas d'un premier au total, même pas d'un top 5 là, au départ. Fait que, je pense qu'il a vraiment pris du galon à chaque match. Puis c'est un joueur que j'ai vraiment apprécié à regarder. C'est un gars qui est vraiment intelligent, il est très bon dans les deux sens de la patinoire. Puis je pense que ça va être vraiment un bon joueur. Il élève son jeu d'un cran dans des matchs importants, là, que ça soit, exemple, quand il est allé au U20, il jouait avec la Suisse, puis il a challengé les États-Unis à ramener la game à 2-2, puis ça soit en première ronde des séries dans le junior, j'ai suivi un peu, parce que à ce moment-là, justement, on savait pas on savait qu'on était dans la loterie, mais on savait pas où est-ce qu'il y avait le choix. Fait puis on savait que c'était pas mal dans ses dernières games, puis il jouait justement contre un Noranda, c'était l'équipe numéro 2 contre l'équipe numéro 15. Halifax, c'était numéro 15, puis ils ont donné beaucoup de fil à retordre à Rouen, puis en partie à cause de Hischier, il a eu vraiment une très grosse série, autant offensivement qu'autant défensivement. Fait que c'est pour ça que je pense que ça va être vraiment un bon joueur au prochain niveau, parce qu'il amène pas juste un aspect offensif. Défensivement, il est vraiment solide, puis il est responsable, puis ça fait justement que ça crée des opportunités offensives. Est-ce que tu le préfères à Nolan Patrick, toi? Honnêtement, c'est dur à dire, parce que Nolan Patrick, j'ai vu jouer beaucoup moins. Tu sais, je l'ai vu l'an passé, dans le fond, à Cup Memorial, quand j'étais allé avec les Huskies, il était avec les Brandon Weekings, puis j'ai vu au match des meilleurs espoirs. Fait que c'est vraiment dur à comparer à ce niveau-là. Selon toi, est-ce que Nico, c'est un centre numéro 1 dans la Ligue nationale? Je pense que, honnêtement, je pense qu'il y a les atouts pour faire ça, là. Et on va voir cette année, il va y avoir du temps de glace en masse. C'est ça. C'est sûr qu'à 18 ans, c'est jamais facile, là, mais je pense qu'il y a les atouts pour être un excellent joueur dans la Ligue nationale. Est-ce que tu es content du repêchage que vous avez fait pour Vegas à 2017? Oui, très content. Puis je pense que ça devrait être... on a commencé avec une bonne base de jeunes pour commencer. Fait que ça a été excitant d'être avec ces jeunes-là, puis de l'ajouter au fil des années. Toi, cette année, est-ce que ton suivi, tu suis encore ces gars-là que tu as repêchés, plus tu regardes pour l'an prochain? C'est vrai que ça ressemble? Ouais, dans le fond, de regarder tous les joueurs que je vois jouer dans la JMQ, là, c'est sûr que je dirais on va mettre le focus sur les joueurs qui sont éligibles cette année pour le repêchage, mais quand même de jeter un petit coup d'œil, que ce soit pour les gars qui sont dans le draft, exemple 2019, tu vas commencer à te donner une base d'informations, que ce soit les joueurs qui sont repêchés dans d'autres équipes, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver dans les échanges, ou si l'équipe X décide de pas le signer, il faut quand même peut-être de l'information sur ce joueur-là, puis de regarder aussi s'il y a des agents libres que je pense qui sont intéressants, je vais le signifier à notre personne qui s'occupe des agents libres. T'es dépisteur pour les Golden Knights, mais t'as gardé un autre job? Ouais. Ça se peut? C'est ça que j'ai vu. Ouais. Qu'est-ce que tu fais quand t'es pas loin de regarder? J'ai toujours travaillé côté financier. Dans le fond, je travaille Group Investors. Dans le fond, j'ai commencé ça. C'était mon travail quand j'étais avec les Huskies. Fait que j'ai continué ça aussi. T'es conseiller financier? Oui, exact. Fait que je me garde assez occupé, mais j'ai toujours été ultra occupé. Fait que c'est combien d'heures par semaine que tu travailles pour eux, que tu peux leur donner avec les honnêtement,
honnêtement, je calcule pas d'heures dans n'importe quoi que je fais, fait que c'est dur à dire, là, mais je fais le plus possible des deux pour... Il n'y a pas de conflit, je veux dire, non, c'est ça. Les autres qui sont des pisteurs dans la Ligue nationale, ils font tout ça à temps plein? Bah, ça dépend vraiment de chaque organisation, puis il y en a où, il y en a que non. Est-ce qu'ils font assez d'argent pour vivre là-dessus? Ouais. Ils peuvent, c'est bon. C'est une possibilité, là, ils ont le choix. Puis toi, tant mieux si tu as l'opportunité d'en faire encore. D'occuper ton temps à 100%, carrément. En dernier lieu, je vais te laisser aller quand même, mais t'es monté super vite dans la Ligue nationale, puis il y en a plein, il y en a comme de plus en plus des jeunes, tu sais, il y a des Carl Dubas qui est assistant GM à Toronto, qui est comme en formation pour être éventuellement le directeur général là-bas, qui a commencé à 25 ans, il était directeur général dans la Ligue de l'Ontario. Ouais. John Chayka, qui à 26 ans a été nommé directeur général des Coyotes. Ça, c'était du jamais vu, là. Jamais dans l'histoire, c'était des gars en bas d'une quarantaine d'années, où ça, c'était les plus jeunes, là, tu sais, qui avaient des postes comme ça. Toi, est-ce que c'est quelque chose, c'est quoi que tu vois dans le fond pour toi? C'est quoi que tu envisionnes pour le futur? Est-ce que c'est d'être de faire du différent scouting, d'être head scout, d'être assistant directeur général? C'est quoi, dans le fond, ça que tu aimerais faire là, à moyen et long terme? Honnêtement, c'est... Je l'ai pas découfflé. Non, mais c'est une autre question qui est quand même dure. Tu sais, comme je te dis, quand j'ai commencé avec Juan Aranda, tu te dis, c'est sûr que le but, tu sais, je me disais à un moment donné, c'était d'être head scout dans le junior majeur. Fait que c'est sûr que t'espères toujours monter, mais en même temps, tu veux pas brûler d'étapes, puis quand t'es dans un poste, t'essaies d'accumuler le plus d'expérience possible. C'est sûr que c'est le fun d'avoir des jeunes comme t'as nommé qui obtiennent des très bons postes, là, mais je pense de pas sauter d'étape, d'aller chercher le maximum d'informations, puis après ça de voir où est-ce que tout ça me mène, là. Tu sais, j'ai toujours eu comme devise de vraiment de travailler, puis de faire qu'est-ce que j'aimais, puis que le reste allait suivre, et non de travailler en me disant je vais atteindre telle affaire, je vais travailler pour avoir quelque chose en retour. C'est pas vraiment ma vision des choses, là. Ma vision, c'est vraiment de faire mon travail le mieux possible, puis après ça, s'il y a des opportunités, ben on regardera, on les prendra à ce moment-là, comme un peu mon cheminement s'est fait. J'ai eu le poste de directeur-chef à Rouen, puis j'avais jamais vraiment pensé à ça. Puis après ça, le poste à Vegas, c'est un petit peu la même chose. Puis je choyais du monde avec qui je travaille en ce moment. Honnêtement, tu sais, quand tu prends un nouveau poste, tu sais, exemple, la journée que j'ai pris le nouveau poste à Vegas, tu te dis, je suis vraiment, tu sais, t'es content d'avoir cette promotion-là. Mais en même temps, les personnes avec qui je travaillais avec Rouen, je les adorais, puis le climat. Fait que tu te dis, je sais pas avec qui je m'embarque, puis ces choses-là. Puis un an après, je regarde ça, je suis vraiment content avec les personnes avec qui j'ai eu la chance de travailler cette année, parce que je pense que le climat de travail est très important, là. Fait que je suis vraiment content de ça, puis j'en profite au maximum. Ben écoute, le vent semble te porter dans la bonne direction. Tu devrais aller à Vegas jouer au casino. Tu as l'air d'avoir des bonnes cartes. Fait que, écoute, merci beaucoup, Raphaël, d'avoir pris le temps. Puis je te souhaite la meilleure des chances. Puis j'espère te réinviter une fois que tu vas te rendu directeur général. C'est bon, merci. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Un énorme merci à Raphaël Pouliot d'être passé au podcast, et à vous, je vous dis à la semaine prochaine, à lundi prochain pour un autre épisode de Dread sur le tape. OK, bye-bye now, bye-bye.